Aujourd'hui, dans Mille et une vies, nos invités viendront nous parler de leur long et difficile combat contre l'anorexie. Je réalise à quel point j'ai failli ne plus être de ce monde. Je pouvais vomir 6 à 7 fois par jour. J'étais vraiment au fond du trou, quoi. À 19 ans, Barbara pesait 35 kilos. Elle s'alimentait très peu et buvait jusqu'à 16 litres d'eau par jour. Je mangeais 2 haricots verts et une cuillère à soupe de lait dans la journée. Comme j'ai jamais mis de limite, plus je maigrissais, plus j'étais contente, plus j'étais puissante. Suite à un chagrin d'amour, Dorian perd 30 kilos en un an. Accro au sport, le jeune homme s'affame et devient l'ombre de lui-même. J'ai atteint un poids de 45 kilos, moi. Et j'avais plus d'énergie. Le nombre de calories que je mangeais, je devais l'éliminer. J'ai pas su m'arrêter, en fait. Quelques mois plus tard, Dorian va finalement retrouver l'appétit, sans pouvoir s'arrêter. Au bout d'un certain poids, je m'acceptais plus, en fait. Après, je vomissais tout. À force de vomir, j'ai commencé à vomir du sang. Pour Nathalie, l'apparition des premiers troubles alimentaires survient au lycée lorsque sa meilleure amie déménage. Le début d'un long calvaire. Pendant 1 heure à 2 heures, j'allais faire que manger, manger, manger. Je n'en pouvais plus, je souffrais trop, ça faisait mal de partout. Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver. Mes invités aujourd'hui ont mené une lutte sans pareil pour rester en vie. Victimes de troubles du comportement alimentaire, leur corps est devenu leur pire ennemi, au point de descendre à 35 kilos et de mettre leur existence en danger. Alors comment l'anorexie et la boulimie s'installent-elles? Quelles en sont les causes et peut-on en guérir? C'est ce qu'elles et ils vont nous raconter, puisqu'un homme a accepté de briser le tabou aujourd'hui et c'est très rare. Des rencontres que j'avais très envie de partager avec vous. Bonjour. 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 Bienvenue, je suis ravi de vous rencontrer. Barbara. Frédéric. Bonjour Dorian. Enchanté. Enchanté. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour, merci d'être là. Merci. Je vous laisse poser vos affaires. Alors merci d'être là. Tous les quatre. C'est vrai qu'on va parler d'un sujet compliqué, qui est complexe, qui est difficile à comprendre quand on ne l'a pas vécu. On va parler des troubles alimentaires, à la fois de l'anorexie, la boulimie. On va voir que certains d'entre vous ont été touchés par les deux, à des périodes différentes. Il y a eu des périodes de votre vie où vous n'étiez pas du tout conscient de ce que vous étiez en train de vivre. D'autres fois, vous étiez conscient. On verra quelle est votre relation avec le reste du monde. Est-ce que les inquiétudes des uns et des autres, ça a une influence sur tout ça? On va essayer de comprendre. Et puis avec un spécialiste, vous êtes psychiatre, merci d'être là. Et vous connaissez bien cette question, Alain? J'essaye. Et vous allez nous expliquer cette question qui paraît très très complexe. Et encore une fois, on en sait plus aujourd'hui, j'espère, qu'il y a quelques années. Pour qu'on comprenne un petit peu ce que vous avez traversé, ce que vous avez vécu, Barbara, vous avez connu l'anorexie dans votre vie. Oui. Pour qu'on comprenne que c'est grave, jusqu'à quel point vous avez connu l'anorexie? J'ai failli mourir en fait. J'étais à 2 heures de mourir et... À 2 heures de mourir, c'est pas banal comme phrase. Hein. Non, c'est pas banal, mais ça a été ça. Quand je suis arrivée à l'hôpital, c'est ce qu'on m'a dit. Heureusement que vous êtes venue, parce que 2 heures après, vous étiez morte, quoi. Et ça, c'est une surprise pour vous? Ça a été une surprise d'apprendre ça? Ça a été une surprise, oui et non. En fait, j'ai senti que je partais, que j'étais en train de mourir. Après, j'avais pas conscience que j'étais en train de mourir. Donc, j'ai senti des choses, mais je savais pas que c'était la mort. C'est après coup que j'ai compris. Vous étiez à 35 kilos à ce moment-là, c'est ça? Ouais. Et donc, mon cœur battait à 35. Et ma température était largement en dessous de la normale. En fait, j'étais en train de perdre à moitié la tête. Je sentais que je contrôlais plus rien, puisque c'est quand même la maladie du contrôle, l'anorexie. Et je contrôlais plus rien, et je sentais que j'étais en train de partir. Et c'est ça, en fait, qui a été le plus gros coup, pour moi, le plus gros coup au moral. Et aujourd'hui, votre message, c'est quoi? Qu'on peut s'en sortir, que c'est long de s'en sortir, mais que ça vaut le coup. Et je suis là pour partager, en fait, l'expérience que j'ai vécue, pour expliquer cette maladie de l'intérieur, pour que finalement, même les gens qui ne la connaissent pas essaient de la comprendre. Parce qu'il y a beaucoup d'idées un peu reçues qu'on a sur cette maladie. Par exemple?
que c'est des jeunes filles qui font des caprices et qui veulent maigrir, c'est des raccourcis en fait énormes, et c'est bien plus compliqué que ça parce que c'est une maladie psychologique et qu'il faut gérer plein de choses à la fois et guérir plein de choses à la fois pour s'en sortir aussi. Donc c'est ça en fait que je voulais expliquer. Voilà, et puis j'espère qu'avec le spécialiste, vous nous direz quand on est proche, comment on peut agir. Parce qu'évidemment, on s'interroge, on se demande. Bien sûr. Alors vous semblez évidemment avoir beaucoup de recul aujourd'hui, on va voir ce qui s'est passé entre-temps. Ouais. Et on va voir comment on peut se retrouver dans cette situation. Bien sûr. Vous disiez qu'on va essayer d'aller ensemble au-delà des clichés et des idées reçues. Effectivement, on a la sensation que c'est quelque chose qui touche essentiellement les femmes. Il y a très peu d'hommes qui acceptent d'en parler. Et donc merci Dorian d'être là. Oui, merci à vous. Aujourd'hui, vous avez 23 ans, c'est ça? J'ai 23 ans, c'est ça. Et vous avez connu dans votre vie et l'anorexie et la boulimie. Ouais, les deux, et la boulimie vomitive par la suite aussi. Alors l'anorexie à quel point et la boulimie à quel point? L'anorexie, j'ai atteint un poids de 45 kg moi, pour 1m78. Donc pareil, j'avais plus envie de rien faire, j'avais plus d'énergie, c'était ma tête qui me portait, c'était plus mon corps. Je faisais énormément de sport, je sais pas si... Ouais, à la période d'anorexie, ouais, parce que c'était le contrôle du poids, c'est ça? Beaucoup de cardio surtout. À chaque fois que vous mangiez des calories, vous avez essayé de les éliminer? Voilà, c'est ça. En gros, le nombre de calories que je mangeais, je devais l'éliminer. Donc je m'étais téléchargé une application pour compter le nombre de calories et combien je devais éliminer. Donc voilà, donc j'ai atteint un poids de 45 kg. Ça a duré à peu près 2 ans. Je suis resté 2 ans, moi, c'est vers mes 17 ans, pendant mon adolescence. Et après, vous avez basculé dans une période de boulimie. C'est ça. Vous allez reprendre combien de kilos? En 6 mois, j'ai dû reprendre 20 kilos. Je suis passé de 45 à 70, un truc comme ça. En très peu de temps, en mangeant que des cochonneries, sucre, surtout du sucre. J'avais envie de manger du sucre en fait. C'est-à-dire qu'après une privation incroyable, ouais. En fait, un jour de manger un petit gâteau, voilà, c'est ça. Un jour, j'ai vu un gâteau et du coup, à partir de ce gâteau, je commençais à m'empiffrer de sucre en fait. Jusqu'à atteindre mes 70 kilos, mais après, je me trouvais moche dans ce corps. Je me trouvais gras parce que dans ma tête, j'étais toujours vouloir contrôler mon poids. Pas être maigre, quoi. Je voulais pas prendre de graisse ni rien. Du coup, j'ai découvert après par la suite les vomissements. Et là, ça a duré 1 an et demi. Pendant 1 an et demi, j'arrêtais pas je pouvais faire 6 crises dans la journée, me faire vomir 6 fois dans la journée, et tout allait bien, quoi. Je me sentais bien par la suite. Alors on verra ce qui a provoqué un déclic. Ouais. Et aujourd'hui, vous êtes dans quelle situation? Aujourd'hui, je suis heureux. Franchement, je revis, je ressors, j'ai retrouvé le sourire, l'énergie, je commence à côtoyer des gens. Enfin, c'est le bonheur aujourd'hui. Et donc l'objet et le sens de votre présence ici, c'est quoi? Moi, je voudrais prouver que cette maladie n'est pas insurmontable, que si on ne lâche rien, on peut y arriver. Il faut tout faire pour s'en sortir. Bon, merci Dorian. Nathalie, vous ne vous connaissiez pas avant de venir. Avec Barbara, vous avez un point commun. Oui. C'est qu'à un moment donné, toutes les deux, vous avez atteint ce poids de 35 kilos. 35 kilos. Donc vous avez connu et l'anorexie et la boulimie. Oui. Et si je vous demande à quel point, pour qu'on comprenne ce que vous avez traversé, c'est quoi l'image qui vous vient? Eh bien, à quel point, jusqu'à ce point des 35 kilos. De la même manière, je n'avais plus aucune force, ni physique ni mentale. Moi, je me souviens avoir uriné dans mon lit. Voilà, j'étais à bout de tout, à bout de force, et j'ai vécu la même chose en fait, et c'est à ce moment-là qu'en fait on sent que le corps il lâche complètement. Enfin, quand on en revient à des choses d'enfant finalement, enfin pour moi ça a été effectivement un des trucs. Je me suis dit il y a un truc qui va pas, quoi. Enfin, pour en arriver à ce truc-là. Et Barbara, donc tu parlais d'avoir cette impression. Effectivement, de ne plus être efficiente ou capable d'un point de vue intellectuel. Moi, c'était dans le discours, en fait. Je suis très attachée aux mots. Et effectivement, j'ai l'impression de ne plus avoir un discours très cohérent. Bref, je sentais effectivement que ce n'était plus possible. Et si je suis présente aujourd'hui, c'est vraiment pour encourager toute personne qui souffre aujourd'hui, toute personne qui en souffre directement et l'entourage, proche également, à surtout se dire parfois à quoi je n'ai plus cru moi-même, et bien qu'on s'en sort et que vraiment il est possible de ne plus souffrir. Et ça, c'est assez magnifique. Et ça fait presque 10 ans que je n'y pensais plus. Et c'est vrai que je peine parfois à me souvenir de la souffrance
que j'ai éprouvé avec l'anorexie-boulimie, mais effectivement, en écoutant ce que racontent Barbara et Dorian, ça me revient précisément. Et effectivement, c'était une vraie souffrance à part entière, mais il est possible de s'en sortir. Alors on verra effectivement quel a été le déclic, comment vous avez réussi à vous en sortir, et puis comment on se retrouve dans cette situation. Alain Meunier, vous êtes psychiatre, spécialiste des troubles alimentaires. Vous avez l'habitude d'entendre des témoignages. Qu'est-ce qui vous touche dans ce que vous venez d'entendre ? Ce qui me touche, c'est un peu mon quotidien. C'est-à-dire que dans les groupes de parole, ce qui est étonnant, c'est que les gens qui traversent cette posture par rapport à l'alimentation, il y a une véritable communauté entre ces gens qui, en fait, sont parfaitement incompris. Il y a quelque chose qui se passe au travers des groupes de parole qui est fantastique. Et là, je voudrais peut-être revenir sur une chose qui est le premier ennemi de l'anorexique et du médecin que je suis, c'est le déni. C'est-à-dire qu'au départ, on n'est pas dans les bonnes intentions, tu devrais te soigner, etc. Ou l'idée de faire peur à une anorexique en lui disant qu'elle n'aura pas d'enfant, qu'elle va mourir demain, que je ne sais pas trop quoi. Ce discours-là ne fonctionne pas. Donc il faut vraiment qu'elle arrive à sortir du déni, et ça, on est tous un peu à la pêche de moyens. Et les groupes de parole en sont un bon. C'est-à-dire que finalement, dans le groupe de parole, le médecin a été évacué, les anorexiques se retrouvent entre eux, et très souvent chez des patientes qui sont sorties. Bon, vous avez eu un déclic à propos d'un moment de régression, etc. Mais je pense qu'il faut absolument trouver des moyens de déclencher cette révélation à soi-même, en fait. D'accord, et c'est pour ça que finalement c'est important d'être là du coup, parce que parmi celles qui nous regardent, il peut y avoir effectivement un déclic s'ils se reconnaissent en vous, et la question des hommes finalement. Il y a effectivement beaucoup plus d'hommes qu'on ne pense. Hein. C'est-à-dire que nous, on a une ligne et on n'est pas dans un circuit hospitalier. C'est-à-dire qu'il y a pas mal d'hommes viennent vers nous. Nous, c'est presque, je dirais 1 sur 5, on n'a pas de chiffre précis, mais on en a vraiment beaucoup. Et ceci dit, au niveau mental, c'est exactement la même pathologie. D'ailleurs, c'est le même mécanisme. Vous reconnaissez parfaitement, je suppose. Parce que je pense qu'au-delà du trouble du comportement alimentaire, j'ai envie de dire, la bouffe, on s'en fout. Oui, le problème, c'est que derrière, elles fusillent leur vie gaiement. C'est-à-dire que quand vous avez ce trouble-là, vous êtes dans le doute permanent, vous êtes dans la maîtrise permanente, et quand on maîtrise trop sa vie, on ne vit plus, quoi. On coupe toute vie sociale. Et notre vraie réussite, enfin votre vraie réussite, vous exprimez très bien, c'est que tout d'un coup, bonjour, je revis, quoi. À la limite que vous bouffiez un peu beaucoup passionnément, on s'en fout, quoi. Est-ce qu'on peut savoir, Barbara, comment ça commence quand vous avez 17 ans, ces troubles alimentaires ? De quels souvenirs vous avez des débuts, finalement ? En fait, moi, j'ai fait une mononucléose, comme plein de gens, et j'ai été très fatiguée, j'ai commencé à perdre un peu de poids. En fait, je me disais, c'est cool, je me sens mieux, donc je vais continuer à en perdre quelques kilos. Donc j'ai commencé à supprimer des aliments. Donc j'ai supprimé d'abord les féculents, puis la viande, puis le poisson, puis au final, il restait plus que les légumes, les fruits et le lait. Alors pourquoi cela, d'ailleurs ? Dans ma tête, c'était les aliments les moins caloriques. Et le lait, parce que en fait, j'avais lu que le lait était très important pour les os. Et donc, j'avais une fixette, il fallait que je maintienne mes os, quoi. Enfin, il y avait quand même cette image il fallait que je garde mon squelette, quoi. Il fallait faire grandir le squelette. Il fallait faire grandir, pas grandir, mais qu'il reste résistant. Parce que, en fait, autour, concrètement, j'avais plus que la peau sur les os, donc il n'y avait plus rien autour. Donc, s'il n'y avait pas les os, il n'y avait plus rien. Enfin, mais alors, ce qui est intéressant, parce que là, vous êtes allé effectivement jusqu'à cette période où il y a la peau et les os, on a démarré en disant « j'ai failli mourir ». Ce n'était pas votre objectif. Alors, en fait, voilà, quand je commence à supprimer les aliments... Ce que je veux dire, c'est que dans votre choix, dans votre sélection d'aliments, il y a la volonté de vivre. De survivre, parce que les aliments que je garde, vous voyez, quand vous mangez de la salade verte, 2 haricots verts et une cuillère à soupe de lait dans la journée, si vous voulez, c'est limite de la survie. C'est ce que vous dites aujourd'hui. Vous auriez dit ça à ce moment-là ? Non, à ce moment-là, j'avais l'impression de trop manger. Parce qu'en fait, au fur et à mesure des mois, j'ai perdu du poids, mon estomac s'est complètement réduit, et le moindre truc que j'avais là, j'avais l'impression que j'étais énorme et que j'avais le ventre qui allait exploser, etc. Et je mangeais trop. Parce que parallèlement au fait d'avoir supprimé des aliments, je réduisais bien sûr les parts que je me servais. Et contrairement à mes 2 camarades d'aujourd'hui, je me suis jamais fait vomir. Donc moi, j'étais devenue potomane. Donc je buvais jusqu'à 16 litres d'eau par jour. Alors, on entend toute la journée qu'il faut boire beaucoup, voilà. Mais on peut boire trop, ça existe. C'est mortel. Hein, moi, voilà, ça pouvait déclencher des arrêts cardiaques, en fait. Vous ne le saviez pas, évidemment. Je l'ai su, parce que quand je suis allée voir des médecins, tout ça, on m'a expliqué que voilà, je risquais ça, mais
Dans ma tête, je m'étais créé un autre monde, parce que c'est aussi ça l'anorexie, c'est on est surpuissante dans son propre monde, puisqu'on n'est pas très bien dans la vie dans laquelle on est, on ne trouve pas trop sa place, etc. Donc moi, je m'étais créé un autre univers dans ma tête qui était drivé par 2 choses. C'était de manger un minimum et de tenir. Donc j'étais finalement meilleure que les autres, si vous voulez. Et la deuxième obsession à cette époque, parce que moi j'ai eu plusieurs périodes dans ma maladie, mais à cette époque, c'était l'hyperactivité intellectuelle. Donc, comme c'était l'année de mon bac, je me suis mise à travailler comme une tarée et à éliminer tout le reste. Et vous êtes allé passer le bac dans cet état? Je suis allée passer le bac donc à 35 kilos avec 2 grandes bouteilles d'eau de 2 litres. Voilà. Parce que moi, mon truc, c'était de boire à l'époque. Parce que ça drainait le corps et ça... Vous avez l'impression de vous faire du bien à ce moment-là, parce qu'on essaie de comprendre le mystère. Hein. Effectivement, ce paradoxe qui est que vous mettez en danger et avec la sensation de contrôle. Donc, on essaie de comprendre, là, c'est assez fin. En fait, comme moi, j'étais comme dans ma posture de... Je contrôlais tout dans ma vie, finalement. Puisque j'arrivais à contrôler mon alimentation, à contrôler mes études pour avoir le bac, à contrôler la consommation d'eau et à contrôler mon poids sur la balance, parce que c'était surtout ça, puisque je montais sur la balance à chaque fois que j'avalais quelque chose. Et dès que le poids, je reprenais 100 grammes par exemple, par rapport à la veille, et ben le jour où je m'étais pesée, où j'avais repris 100 grammes, je supprimais des aliments par rapport à ce que j'avais mangé la veille. Et donc, au fur et à mesure, forcément, mon poids baissait et ne remontait pas, en fait. Donc j'étais surpuissante. J'arrivais à maîtriser tout. Il faut comprendre que c'est une maladie de la maîtrise, justement. Hein. C'est le contrôle. C'est pas l'aliment qui fait la différence. Pour nous, on est obsédés, on voit quelqu'un de maigre, pourquoi ne mange-t-il pas, etc. En fait, c'est une maladie de la maîtrise. Moi, toutes mes patientes, quand elles trouvent un job d'étudiante, il y a des boutiques de macarons autour dans mon quartier, elles sont toutes dans les boutiques de macarons. C'est-à-dire que leur plaisir, c'est pas d'effacer la nourriture, mais au contraire de s'entourer de nourriture et de résister. Et de résister. On verra effectivement jusqu'où ça a été, à quel point votre entourage était au courant de ce que vous venez de raconter, parce qu'on suppose que 35 kilos, ça se voit. Quelle est la réaction des gens autour de vous? Comment vous réagissez? Évidemment, ce qui a provoqué un déclic. Dorian, le début de cette histoire, pour vous, c'est quoi? Ça démarre par une rupture amoureuse, vous êtes adolescent. Ouais, durant mon adolescence, j'ai eu ma copine. J'étais resté 9 mois avec. Du jour au lendemain... C'était un premier amour? Ouais, c'était ça. C'était mon premier amour. Et du jour au lendemain, elle m'a quitté. Et ça a démarré à partir de ce jour-là. Petit à petit, pareil, j'ai commencé à diminuer les quantités. Alors, vous le faites consciemment. Est-ce que, parce que en cas de rupture amoureuse, on peut à un moment donné perdre l'appétit. Oui. C'est juste ça, vous perdez l'appétit au début ou vous êtes tout de suite dans une sorte de contrôle? Non, j'ai commencé à perdre l'appétit. Puis, au fur et à mesure, je me plaisais dans ce corps comme Barbara. Et du coup, pareil, j'ai commencé à diminuer les quantités. Puis, commencé à éliminer un repas, puis 2. Et au final, je mangeais que le soir. Et c'était légumes verts et poulet, moi. On a chacun nos trucs. Et donc, du coup, qu'est-ce que vous ressentez quand vous mangez ces légumes verts et ce poulet? Puisqu'on est en train de parler effectivement vous dites que c'est une maladie, c'est cérébral, c'est des sensations, on a parlé de contrôle. À ce moment-là, vous avez l'impression de faire le régime numéro 1, c'est ça? Ouais, c'est ça. Enfin, moi, je pensais qu'en mangeant du poulet et des brocolis, je contrôlais mon poids, je savais que je n'allais pas prendre de graisse. Enfin, je mettais aucune graisse en plus. C'était poulet nature et brocoli nature vapeur. Donc, au moins, j'étais sûr de ne pas prendre de poids avec ça, ni de graisse. Et au fur et à mesure, j'en ai perdu, quoi. Et alors, ne pas prendre de poids, c'est un truc. En perdre, c'est autre chose. C'est votre objectif à ce moment-là? J'ai pas su m'arrêter, en fait. J'ai commencé à perdre du poids, à perdre du ventre. Et au fur et à mesure, j'ai pas su m'arrêter. J'ai été trop loin, en fait. Mais, excuse-moi, je te coupe, mais en fait, moi, ça a été ça aussi. C'est que quand je me suis dit, tiens, je vais faire un petit régime pour perdre en plus, je me suis jamais fixé une limite de poids. Donc, j'aurais pu me dire, tu descends, je sais pas, à 48 kilos, par exemple. Mais comme j'ai jamais mis de limite, plus je maigrissais, plus j'étais contente, plus j'étais puissante. Donc, c'était cette logique-là. Et je pense que c'est un petit peu pareil, en fait. Comme on n'a pas de limite, on continue. Alors, donc, vous avez l'impression d'être sur la bonne voie. Il faut savoir que c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent. Il y a un traumatisme. Il y a une peur adolescente ou préadolescente. Donc l'abandon, finalement, ne pas manger, c'est une façon de devenir anesthésié. Ouais. On ne ressent plus ni la douleur physique, ni la douleur psychique. Ouais. Et très souvent, on retrouve des scénarios qui peuvent être plus ou moins dramatiques d'un traumatisme, et où, en fait, l'ado ne mange plus inconsciemment pour ne plus souffrir. Ce qui est un peu ton cas au travers de cette histoire. Moi, quand j'ai commencé à être anorexique, je réfléchissais pas comme ça. Aujourd'hui, je le vois comme ça, oui. Mais à ce moment-là, on inverse toute la manière de penser par rapport au mode de fonctionnement de quelqu'un de normal, en fait, qui mange pour pouvoir faire du sport, vivre, marcher, dépenser un minimum d'énergie. Et en fait, là, non.
Dans l'anorexie, on mange avec cette peur de grossir et on tient uniquement sur les nerfs. C'est ça, On c'est ne le tient mental, plus sur le corps, en fait. On tient là-dedans, quoi. Ouais, c'est le. Vous la ressentez tête. de la faiblesse à un moment donné? Ah ouais, j'étais complètement exténué tous les jours. Je me levais, j'étais On fatigué. parle vraiment de cette première année? Ouais, j'ai perdu beaucoup de poids, donc j'ai été en carence, je commençais à être fatigué, à avoir trouble, à perdre l'équilibre de temps en temps. Donc par exemple, à un moment, vous perdez l'équilibre. Qu'est-ce que Ouais. vous dites dans votre tête à ce moment-là? Je me dis, je sais pas, je me dis rien du tout. Ça va passer? Ouais, je me dis ça va passer, que je vais continuer après. Et... Enfin, j'ai aucune idée de ce qui m'arrive en fait. Je suis dans mon truc et. Vous connaissiez le mot par exemple? Anorexie. Au début, je connaissais pas du tout, non. Non, j'ai Non la- seulement on ne le connaît pas, mais au début, On peut pas vous avez l'entendre. du mal à le dire. Oui, enfin, moi, Moi, à j'ai eu l'entendre. du mal, à, Ou j'ai à eu du l'entendre, mal à en parler. J'ai eu du mal Et à en dire à une jeune anorexique, tu as une anorexie, c'est le seul moyen de ne pas la revoir pendant 6 mois. hein. Ah, ça, C'est-à-dire c'est clair. que C'est important de si, on retenir ça. lui, si on lui assène, c'est souvent ce que font les généralistes, bon an, mal an, mais On met une étiquette, en fait. on peut comprendre. Et tout d'un coup, les mettre devant le fait que ce qu'elles vivent est une pathologie insupportable. Et autour de vous d'ailleurs, est-ce qu'il y a des proches, alors que ce soit des amis, de la famille, qui vous voient maigrir et qui vous disent quelque Mais, chose? moi, je me suis éloigné de mes amis. Donc, c'est moi qui. J'allais plus vers eux. Donc, j'ai commencé à les perdre un par un. À ce moment-là, vous savez pourquoi vous vous éloignez? C'était parce que je voulais maigrir, qu'on me laisse tranquille, enfin, que je voulais maigrir tranquille. Que j'étais à fond dans mon sport, à fond dans mon alimentation. Et donc, je ne sortais plus. Enfin, manger du poulet et des brocolis en soirée, c'est pas possible. C'est la maladie de la rupture sociale aussi. Hein. C'est-à-dire que, voilà, en fait, comme on... Ça veut dire qu'on est conscient qu'on fait quelque chose de bizarre ou qui ne va pas être compris? Qui ne va pas être compris, oui. Enfin, moi, j'avais l'impression que personne ne me comprenait, mais en même temps, j'étais incapable d'expliquer. Moi, je racontais que j'avais un ange et un diable en moi et qu'il y en avait un qui me disait de m'en sortir et l'autre de continuer à m'enfoncer. Mais enfin, ça, quand vous dites ça à votre entourage, je vous dis oui, bien sûr. Et eux, ils ne comprenaient pas non plus pourquoi je mettais rien dans mon assiette. Enfin, voilà. Mais ça, c'est vrai, cette histoire de double. Mais oui, c'est vrai. hein. Mais C'est-à-dire qu'elles ont vraiment, Will, Les petites voix intérieures? ont vraiment la sensation d'être dissociées, enfin d'avoir une qui veut, une qui veut pas. Alors au début, Qui veut quoi? Qui veut manger, qui ne veut pas manger, ou qui veut vivre, ou qui ne veut pas? une qui veut faire plaisir à ses parents, en général, c'est les premiers qui veut trucs, s'en ou qui veut s'en sortir, ça Non, vient un peu mais plus tard. essayez d'aller un Mais en peu tout mieux. cas, qui est censé comprendre, et puis l'autre qui est dans le. pour le Souvent, coup. on entend que l'anorexique, en tout cas, effectivement, d'apparence, on a l'impression qu'elle est dans une démarche de volonté d'en finir avec la vie. Bon, en tout cas, pour ma part, hein, l'anorexie venait vraiment signer une envie très grande d'émancipation, de vie, de prise en main. Alors ça démarre comment pour vous, Nathalie? En seconde, déjà, j'ai des épisodes où effectivement, je me sens pas bien dans mon corps et j'essaye d'échapper à la cantine. Alors pas bien, pourquoi? Vous vous trouvez trop grosse? Trop grosse, les cuisses, je déteste mes cuisses, c'était tout simplement insupportable. Et effectivement, à la période des révisions du baccalauréat, de la même manière, c'est vrai que c'était une période aussi où je me séparais d'une certaine façon d'une meilleure amie, d'une très très grande amie avec qui j'avais passé de nombreuses années. Il y avait le bac, il y avait tout ce que ça représentait en termes d'éventuels échecs, mais aussi en termes d'éventuelles réussites. Parce que vous avez dit au début, ça commence comme j'aime pas mes Oui. cuisses, Oui. et donc j'ai des petits épisodes de régime. Mais à quel moment ça bascule dans quelque chose qui va prendre toute la place? Vraiment, alors vraiment à ce moment, à cette période de la révision du baccalauréat. Là, ça bascule vraiment où malheureusement, j'ai cette idée malheureuse, oui, vraiment, de rendre après mes repas. Voilà, parce que je l'ai entendu, pareil, j'ai entendu une copine dire qu'elle se faisait vomir. Et là, c'est un moyen de quoi à ce moment-là? C'est-à-dire, je peux m'alimenter? C'est de se libérer, c'est de se soulager. Et effectivement, en me libérant de mes kilos, de mon poids, c'est un peu, je prenais cette image d'une personne qui aurait l'impression de se libérer des soucis dans la tête, quoi. Voilà, moi, plus je libère de la matière, plus je trouve la force intellectuelle, plus je trouve cette force de vie, de vivre. Pour qu'on comprenne, parce que ça va basculer quand même dans quelque chose de très dangereux pour les trois, mais à ce moment-là, si on devait avoir une image de vous dans un moment de satisfaction, c'est quoi? C'est un moment où on se pèse, un moment où on se fait vomir, un moment où on n'a pas trop mangé, un moment où on entend une remarque, qu'on prend comme un compliment.
Moi, elles sont multiples. C'est quoi cette les satisfactions sensation du ventre creusé, de ces os que je touche. Par exemple, je vous essaie d'imaginer un moment précis de votre existence. Vous touchez les os et là, vous dites, bon, je peux les toucher, donc quoi ? Je me sens légère, aérienne, libérée, je me sens forte. Alors attention, je ne dis pas que c'est le cas dans la réalité, c'est vraiment une sensation c'est l'histoire qu'on se raconte à ce moment-là. Qui est dramatique. Moi pour rebondir sur ce que tu dis, moi ça a été effectivement de me toucher énormément le corps. Alors pas de vérifier, mais vraiment de vérifier constamment. Enfin, je me mesurais les cuisses, pareil, toucher là les os, les poignets, mesurer les poignets. Et en fait, chaque jour, si j'arrivais à un peu plus resserré autour de mon poignet ou autour de... la sensation qu'il y avait un objectif atteint. Et c'est cool, t'as encore maigri, tu y es arrivé et tu peux continuer encore quoi. Tu peux encore plus y arriver. C'est fou, il y a et c'était ça en fait qui voilà, c'est ce côté sans jamais rassurant. Que la menace apparaisse dans votre tête à ce moment-là. Il y avait une menace parce qu'autour de moi, il y avait mes parents, il y avait mes amis qui voyaient qu'il y avait un problème et qui le disaient. Alors ils disent quoi et vous réagissez comment ? Mes parents, très rapidement, ils m'ont dit « t'es anorexique » et ils m'ont emmené chez un médecin pour que le médecin me le dise. Et j'ai dit « mais de toute façon, il est nul, il comprend rien et je suis pas anorexique ». Exactement pareil. Voilà. Ils m'ont emmené chez un psy et je n'ai pas voulu y aller. Et j'ai fait 2 séances et je leur ai dit bon, j'arrête, il me sert à rien le psy. Parce que quand vous dites ça à ce moment-là, c'est pour comprendre là aussi à quel point, qu'est-ce que vous racontez. Quand vous dites il sert à rien, ça veut dire bon, je sens qu'il me comprend pas, ou il a envie de me sauver, mais moi j'ai pas envie de me sauver. Voilà, c'est plus ça. C'est plus il a envie de me sauver et moi j'avais 18 ans donc je fais ce que je veux de mon corps et. Voilà, et la donc, majorité, avoir 17 ans ou 18 ans, c'est et donc, génial en fait. je rentre chez moi, j'ai la voiture et je vais pas chez le psy. Je fais ce que je veux en fait. Mm-hmm. Et à table, pour revenir aux parents, évidemment, les repas étaient devenus des moments de crise absolue parce que les parents, ils veulent quoi ? Que vous mangiez un minimum parce qu'ils ont quand même très peur et ils savent pas quoi faire de vous et ils vous voient maigrir au fur et à mesure et ils sont dans une panique totale. Et donc ils vous disent mais mange, sauf que... C'est aller complètement à l'encontre de ce que ce que moi j'avais envie de faire en tout cas, c'est-à-dire non, je voulais pas manger. Et c'était une manière aussi de leur transmettre un message, voilà. Mais après Le message c'était quoi ? Le message, c'était qu'il y avait une souffrance en moi et que j'arrivais pas à l'identifier. Mais à ce moment-là, je l'aurais jamais expliqué comme ça. J'étais incapable d'expliquer, il y a une souffrance en moi et j'arrive pas à vous dire ce que c'est. J'étais incapable de dire ça. À l'inverse, je leur disais, mais laissez-moi tranquille, j'arrive très bien à vivre comme ça. J'ai 18 ans, je suis majeure et je fais ce que je veux. C'était un tout petit peu différent. Pour ma part, les parents ont eu tendance à culpabiliser, à s'énerver, à se mettre très en colère. Donc effectivement, c'était très, très, très compliqué. Il y avait une source d'incompréhension et d'inquiétude énorme, ce que j'imagine parfaitement, ce que je comprends vraiment. D'ailleurs, ils ont réussi à m'aider à partir du moment où finalement ils ont accepté la maladie et qu'ils ont accepté d'être encore plus forts pour moi. Voilà, ils m'ont vu fragilisée par la maladie, ils m'ont vu être faible. Et à partir du moment où ils ont accepté d'être forts, ils ont trouvé les ressources pour m'accompagner et m'aider. Qu'est-ce que vous lisez les uns et les autres quand vous découvrez l'inquiétude autour de vous, que ce soit les proches ou la famille ? Moi, j'entendais que ça allait pas et puis je les voyais, ils étaient hyper inquiets. Il y avait tout ça, mais... J'entendais, mais j'étais incapable d'aller dans leur sens parce que j'étais dans une maîtrise. J'étais tellement bien dans cette maîtrise totale qu'ils pouvaient me dire tout ce qu'ils voulaient. Moi, j'étais enfin avec une puissance, avec un contrôle, ce que je n'avais pas dans la vie de tous les jours, parce que je ne trouvais pas ma place dans la société, dans la famille, dans les amis, tout ça. Et là, j'étais, moi, dans mon monde, et j'étais surpuissante. Donc finalement, on aurait pu me dire n'importe quoi, ça ne rentrait pas dans ma tête. J'entendais, mais ça ressortait d'un coup. Oui, en même temps, le double agit, là, c'est-à-dire qu'on peut très bien être comme ça, dans cette posture, et en même temps vivre une espèce de culpabilité par rapport au mal qu'on fait à ses parents. Et bien sûr, on l'entend. C'est là qu'on est dans un vrai double. Et moi, souvent, il y a des accidents et des idées noires qui apparaissent dans ces moments-là. C'est-à-dire qu'il y a 30 secondes, la perception qu'on est en train de tuer les gens autour de vous. Quoi. De faire souffrir. Et c'est insupportable. Et souvent, il y a des idées noires à ce moment-là. Oui, moi, mes parents, ils se sont souvent engueulés à cause de moi, au point que ma mère, elle en pleure. Et je voyais ça. Sur le coup, je me disais, bon, je vais manger. Puis 10 minutes après, j'étais reparti dans mon délire de contrôler les calories. Alors, on va voir effectivement comment ça s'est empiré pour les uns et pour les autres et comment il y a eu un déclic. Mais à ce stade précis, est-ce que finalement les proches peuvent avoir un rôle ou est-ce qu'on se rend compte que quoi qu'il arrive, ça n'arrive pas ? Oui. Il faut qu'il soit là, en fait. Ouais. Je pense qu'on ne peut pas sortir de cette maladie sans être aidé. Moi, mes parents, très clairement, je ne m'en serais jamais sortie s'ils n'avaient pas été là.
Et pourtant, ça a été hyper difficile pour tout le monde dans la famille. Et je pense aussi aux frères et potentielles sœurs autour qui naviguent aussi. Voilà, dire il faut que tu manges et tout. Enfin, moi, mes parents, ils ont tout essayé. Ils ont essayé de me dire vas-y, il faut que tu manges. Ils ont essayé de ne pas le dire pour voir si je mangeais un peu plus. Ils ont essayé de comprendre. Enfin, c'est être présent et essayer de comprendre. Après, c'est hyper compliqué à comprendre et je pense qu'il n'y aurait rien de pire que de la laisser de côté et dire qu'elle se débrouille et puis on fait comme si elle n'était pas là. Je pense que dans la solitude, on ne peut pas s'en sortir. Si on peut dire quelque chose sur les parents aussi, on dit pas souvent que les parents sont coupables, ils sont plutôt victimes de l'anorexie coupable. Mais c'est clair. Il faut savoir, quand vous êtes parent, déjà les voisins vous regardent bizarre parce que votre fille ne mange pas, qu'est-ce que vous lui faites, etc. etc. Non, mais carrément. Enfin, il y a une espèce de contexte social fantastique. Les médecins, en général, ont le bon goût de dire aux parents que c'est de leur faute. Quand on va à l'hôpital, en général, les parents sont mis de côté. Revenez dans 6 mois, on s'occupe du problème. Donc tout est orienté pour que les parents n'arrivent pas en fait, à faire ça. Il n'y a pas de prise. Il y a des parents maltraitants, il y a tout ce qu'on veut. Mais au total, c'est quand même ça le schéma. De la même manière, moi, il y a 10 ans, j'ai écrit un livre sur les troubles du comportement alimentaire, sur l'anorexie-boulimie, vraiment pour cela. Vraiment pour décrire effectivement le trouble et vraiment aussi pour aider le parent à déculpabiliser. Parce que vraiment, on les a beaucoup incriminés. On a beaucoup parlé des mères poules, des pères trop froids. Et le pauvre parent, dans tout ça, il voit son enfant effectivement se mettre en danger. Et à la rigueur, il n'est pas responsable de notre sensibilité à vivre, de notre singularité. Et au contraire, je pense, par contre, il a un devoir aussi d'accompagnement et de soutien, mais je pense que la plupart des parents font tout ce qu'ils peuvent pour leurs enfants. Ce que vous dites tous, dans cette période, vous dites accompagnement, c'est important, mais au fond, j'avoue qu'à cet instant précis, c'est compliqué de savoir comment accompagner. Oui. Alors, on va voir comment ça s'est empiré pour vous, Barbara, c'est-à-dire à quel moment dans votre existence il y a eu un avant, un après. Donc, vous êtes à la fac, et dans cette période-là, comment ça se passe ? Alors, moi, je suis à la fac et j'ai une période où je vais mieux, justement, parce que j'ai, après En gros, moi, je voulais partir, je vivais en province, je voulais partir faire mes études à Paris. Et en gros, mes parents m'ont dit, tu vas pas y aller à 35 kilos, donc maintenant, il faut que tu remanges. Donc là, j'ai repris vie. J'ai été suivie pendant 2 ans sur Paris. Et en fait, assez rapidement, au bout de 2 ans, j'ai dit, mais c'est bon, je suis guérie, c'est bon. Et puis, quand vous le dites, vous le pensez vraiment ? Non, je sais que je n'étais pas guérie, mais je pense qu'à l'époque, je ne savais pas que je n'étais pas guérie. Mais voilà, tout est compliqué encore. Et donc, je repars petit à petit. Donc, ça a pris une bonne année dans une restriction alimentaire, et puis je reprends mes vieux rituels, parce que c'est une maladie de rituels aussi, donc je reprends mes vieux rituels, et je me mets à faire énormément de sport. Donc je faisais jusqu'à 16 ou 20 heures de sport par semaine. Je me levais la nuit pour aller courir, et je décide de quitter Paris pour aller faire mes études dans une autre ville où je ne connais personne et qui est à 500 km de chez mes parents. Ça, c'est conscient à l'époque ? C'est pas conscient, mais c'était dans cette stratégie, si on peut dire que c'en était une, d'être qu'on vous laisse en paix qu'on me laisse en paix et que j'allais être tranquille là-bas, sachant qu'en plus c'était une université où j'avais 2 fois moins de cours qu'à Paris, donc j'avais énormément de temps libre pour combler le vide. Et combler le vide, ça a été de être hyper active physiquement, et donc je faisais énormément de sport, je refusais de m'asseoir, donc je restais constamment debout. L'idée, c'était quoi ? C'était que debout, j'élimine plus de calories qu'assise. Donc c'était très compliqué à l'université parce qu'il fallait quand même s'asseoir. Et très rapidement, en fait, j'ai commencé à reperdre énormément de poids, tant et si bien que j'avais vraiment plus que la peau sur les os. Et quand il fallait justement s'asseoir à l'université, j'avais très mal aux fesses parce que les bancs de l'université en bois, ça fait très très mal quand vous n'avez plus rien. C'est-à-dire que c'est la période où vous allez commencer à avoir des hématomes sur le corps ? Ouais. Pour quelle raison, les hématomes ? Parce que la malnutrition, en fait, j'avais des marques, Mais quand vous découvrez ces marques la première fois, parce qu'en fait, on a vu que les proches peuvent s'inquiéter, pas vous. Quand vous voyez des marques la première fois, qu'est-ce qui se passe ? Et dans votre tête et dans les actes ? C'est-à-dire, est-ce que ça va passer ? Je me dis qu'il y a un problème, mais oui, ça va passer. Et puis, de toute façon, je vais peut-être manger un petit peu plus aujourd'hui, puis ça s'effacera, quoi. Donc, quand vous êtes dans cette ville, à l'écart de tout, et que vous pouvez donc vous consacrer à 100% à ça, il n'y a pas d'objectif, on a dit qu'il n'y avait pas de limite. Enfin, ça va jusqu'où, finalement ? C'est à partir de là, en fait, où j'ai commencé... ça a été, en fait, l'année scolaire a commencé en septembre, et j'ai continué comme ça toute l'année, et arrivé en mai,
J'ai commencé à redevenir à l'état d'enfant, j'ai envie de dire, physiquement parlant, et à commencer à perdre le contrôle intellectuellement. Donc, j'avais installé un stepper dans mon appartement. C'était passé pour faire l'exercice faire les en petits plus, exercices, voilà, en perdre plus les calories de en les trop. tolérer. Et puis, j'avais un peu l'impression de perdre complètement la tête. Donc, j'étais dans mon appartement, je passais de mon stepper, je restais 5 minutes sur mon stepper. En même temps, je révisais mes cours debout, comme ça faisait travailler le cerveau en même temps. Puis après, je sortais courir pendant 20 minutes, puis je re-rentrais, puis j'avalais une cuillère de lait, et puis hop, je recommençais le stepper. Enfin voilà, mes journées étaient comme ça. Et j'étais toute seule. Donc, je faisais ce que je voulais. Et à quel moment, parce que là, vous le racontez aujourd'hui encore une fois avec du recul, est-ce que vous vous rappelez de la première fois que ça vous traverse l'esprit, cette idée que vous êtes en train de perdre la tête? En fait, il n'y a qu'une fois que ça m'a traversé l'esprit, c'était vraiment vers la fin avant que je décide de me faire hospitaliser, mais ça a été à 4 heures de mourir, j'ai envie de dire, où je me suis vue... Enfin, en fait, je disais des choses dans ma tête pour le faire faire à mon corps, et je sentais que ça ne suivait plus, et que les ordres que je donnais dans mon cerveau n'étaient plus cohérents, enfin voilà, que plus rien marchait. Donc je disais de passer au stepper à aller à la cuisine, je le disais, mais ça ne fonctionnait plus. Enfin, il y avait un décalage, il y avait quelque chose qui ne marchait plus, et donc je ne contrôlais plus, en fait. Et j'ai fini par m'effondrer sur le sol, et ce jour-là, mes parents étaient là, et là, je leur ai dit, cette fois, je suis d'accord pour me faire hospitaliser. Donc un instinct survie. Ah bah là, ça a été, si j'y vais pas maintenant, je pense que je l'ai pas dit comme ça, je l'ai pas formulé comme ça, mais j'ai su que c'était maintenant ou jamais, quoi. Et donc j'ai envie de dire ce déclic où je sens que je perds complètement la boule et qu'il n'y a plus rien qui fonctionne dans ce système que j'ai mis en place intellectuellement, c'est à ce moment-là en fait. Mais c'est arrivé qu'une seule fois. Tous les jours d'avant, je sentais bien que j'étais plus faible, qu'il y avait des trucs qui marchaient moins bien que d'habitude, mais j'étais pas en train de me dire t'es en train de perdre la tête. On verra qu'effectivement, comment vous avez réussi, Barbara, à vous en sortir. Qu'est-ce que vous avez mis en place? Vous avez dit tout à l'heure que ça avait été très long. Dorian, comment on passe finalement de anorexie, où on contrôle son poids, on a la sensation d'avoir le contrôle, à boulimique? C'est-à-dire que vous disiez tout à l'heure, c'est un gâteau, l'envie de sucre. Là, on ne contrôle plus rien. Là, j'avais plus le contrôle sur mon corps. Je mangeais, je me souviens des journées où le matin, je pouvais manger au petit déjeuner et je pouvais boire 2 litres de lait avec 10 tartines. À midi, je pouvais, mais c'était que du sucre. C'était quasiment, je me nourrissais que de sucre. Tu étais dépendant au sucre, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Mais sans vomir au début. Donc, j'ai vite repris du poids, énormément de poids. La santé, c'était pas le meilleur moyen pour la santé, mais j'ai repris du poids. Ma mère a vu que je reprenais. À ce moment-là, elle croit que vous allez mieux. Ouais, elle croit que je vais mieux. Elle savait pas que je m'empifferais toute la journée, en fait. Et au bout d'un certain poids, je m'acceptais plus, en fait. Je m'acceptais plus, donc j'ai été taper boulimie, anorexie sur Internet, et j'ai vu qu'il parlait de vomissement. Donc à partir de ce jour-là, j'ai essayé. Et au fur et à mesure que je me faisais vomir, ça sortait plus facilement de jour en jour. Et donc au bout d'un moment, je pouvais vomir 6 à 7 fois par jour. Manger, vomir. Tant que je mangeais, si je vomissais pas, je continuais à manger pour pouvoir vomir. Donc c'était... Et puis après, je vomissais tout, j'avais faim, donc je remangeais jusqu'à pouvoir vomir. Ça, c'est une vérité qu'il faut souligner parce que on est persuadé devant une anorexie restrictive, je ne sais pas quel mot mettre, mais que tout d'un coup, elle reprend du poids et tout va bien, quoi. Et là, tout le monde lâche la surveillance, tout le monde est content. En fait, elle est simplement passée aux boulimies et au vomissement. Alors, boulimie et vomissement, boulimie et hyperactivité. Mais mentalement, c'est presque pire. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on est encore plus seul. On vit un truc... On est plus seul, pourquoi? Parce que le comportement est presque honteux, c'est ça, à ce moment-là? C'est ça. Puis moi, je me souviens qu'à chaque vomissement, je pleurais après. Je pleurais parce que j'en pouvais plus de vomir, de tout ça. J'en avais marre, quoi. Et tu mangeais en cachette? Je mangeais en cachette. J'étais jamais... quand je mangeais, il n'y avait personne chez moi. Vraiment, j'étais tout seul et je pouvais faire ce que je voulais. Là, c'est des vrais rituels où on achète... Ouais, je dépensais énormément d'argent pour, au final, tout rejeter. C'était du gaspillage, en fait. Je gaspillais, en fait. Donc, il y a un côté vain que vous êtes en train de noter en même temps que vous le faites. Ouais. Et donc, du coup, la culpabilité, c'est quoi? La sensation de honte, c'est à quel moment? C'est au moment où...
t'as plus de vie. Puis toute la journée, il y a des journées où je vomissais toute la journée. Donc à cette époque-là, j'étais vraiment au fond du trou, quoi. Donc c'est de la détresse quand vous pleurez. Vous êtes conscient de la souffrance? Oui, puisque j'en ai même parlé à ma tante. Je lui ai dit que là, c'est à elle que je me confiais le plus. Et je lui disais tout. Je lui ai dit les jours où je vomissais, j'avais besoin d'aide là. Ce jour-là, j'avais besoin d'aide. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire du coup? Elle n'a jamais été. J'habitais loin. Ouais, elle n'habite pas à Toulouse, donc elle pouvait essayer de me réconforter, de m'aider, mais sur le coup, ça m'aidait. Et puis 2 heures après, c'était reparti. Qu'est-ce qui va provoquer le déclic chez vous? À force de vomir, moi, j'ai commencé à vomir du sang. Donc la première fois, je me suis dit bon, c'est rien. Puis 2-3 fois. Et au bout d'un moment, je vomissais que du sang. Donc là, j'ai commencé à J'ai été voir sur Internet, toujours. Et ils parlaient de cancer. Donc, quand tu te dis tu as un cancer, après, c'est la mort, quoi. Après. Surtout à cet âge-là, vous avez quel âge à ce moment-là? Là, 21, 22. Et donc, l'idée de penser à la mort va provoquer un déclic? C'est ça. Le fait de me dire que si je continue, je vais mourir aussi, comme... Barbara, j'ai eu un déclic, oui. J'ai Donc voulu... dans les 2 cas, c'est à la limite, ouais. C'est à la limite. Ouais, j'étais à la limite aussi. Ouais. Et vous me direz ce que vous avez fait pour aller mieux. Ouais. Et donc je me retourne vers vous pour arriver à ce moment-là. Ça me touche énormément. Je reconnais ce que dit vraiment beaucoup d'Orient. En fait, moi, j'ai commencé donc par me faire rendre. Très vite, j'ai basculé dans l'anorexie pure et dure, avec toutes les obsessions de l'hyperactivité, de ne surtout rien manger, de me peser, de vérifier que je n'avais pas grossi, sans cesse, j'ai pensé à la nourriture. Ce qui est particulier, ce que vous dites, c'est que ça s'accompagne de l'isolement. C'est-à-dire qu'on pourrait supposer de l'extérieur que le fait de vouloir maigrir, c'est pour plaire, alors qu'en fait, vous vous isolez du regard des autres. C'est-à-dire que oui, on s'isole de tout. C'est-à-dire qu'on est tellement concentré sur cette idée vraiment obsédante de manger, de ne pas manger, de combien de calories on a absorbé, comment les... Voilà, on est tellement enfermé, c'est tellement devenu notre univers que plus personne ne peut rentrer dans cet univers. C'est pour ça que c'est très dur, la relation à l'autre, la relation aux parents, elle semble parfois impossible. C'est pour ça que... Et pardon de vous couper, la relation amoureuse, pour vous trois, ça n'existe pas pendant cette période. Et si vous voulez, quand on est dans ce monde-là, on préfère 1000 fois aller courir pendant 1 heure qu'aller faire un restaurant ou boire un verre avec quelqu'un. Donc, si vous voulez, les rencontres, les relations amoureuses et les relations amicales, ça devient compliqué. Et dans votre histoire, est-ce qu'il y a une scène aussi, un moment particulier? Alors là, moi, c'est pas, malheureusement pas que des scènes, parce que donc j'ai cette période d'anorexie où là, par contre, je maigris. Donc, je vais perdre 10 kilos très rapidement, effectivement. Et malheureusement, je bascule aussi dans la boulimie. Alors, la boulimie, je l'ai connue aussi, malheureusement, en long, en large et en travers, avec des semaines, des journées et des semaines où je ne faisais absolument que ça. Manger à peine m'étais-je réveillée, je ne mangeais pas non plus n'importe quoi, parce qu'il y avait des choses qui étaient très irritantes à rendre. Enfin, tout était ordonné. Vous sélectionnez les aliments. Je sélectionnais les aliments. Plus facile à vomir. J'avais une durée d'ingestion. Alors, c'est en quantité astronomique. Hein. C'est vraiment c'est inimaginable. Après, effectivement... Un exemple de ce qui est inimaginable. On ouvre le réfrigérateur et comme le disait Dorian, alors moi j'avais des boulimies qui duraient approximativement de 1 heure à 2 heures. Voilà, je savais que pendant 1 heure à 2 heures, j'allais faire que manger. Et je savais et je prévoyais que de toute façon j'allais aller rendre et c'est ce que je faisais. Avec les quantités astronomiques de nourriture que je mangeais, parfois, je n'arrivais pas à tout rendre. Donc, parfois, j'entendais ta bonne mine, etc., dans des périodes où j'étais vraiment la plus désespérée et la plus à même de commettre des actes dramatiques, irréversibles, d'attenter à mes jours. Oui, moi, j'ai fait, effectivement, je voulais pas tant attenter à mes jours, mais je crois qu'à un moment donné, c'est vraiment ça, c'est vraiment se remplir, se faire vomir, c'est dur, physiquement, ça coûte des efforts de fou, mentalement, c'est un truc qui fait perdre toute confiance en soi, toute estime de soi, il faut bien le savoir. Et à ce moment-là, vous dites, je suis en train de vivre l'enfer. Ah, c'est un enfer. Je ne sais pas vers qui me tourner. Et je ne sais pas par quel bout commencer. Oui, moi vraiment, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir cette conscience de souffrir. Et de devoir être aidée parce que je n'en pouvais plus de me faire vomir, je n'en pouvais plus, je souffrais trop, ça faisait mal de partout. Il y a une image en particulier parce qu'on en a vu dans les 2 cas qu'il y avait une image, puisque vous tombez dans les pommes et on vous dit bon,
voilà, à 2 heures près. Là, vous voyez du sang et vous pensez au cancer et à la mort, et du coup, ça va provoquer un déclic. Dans votre cas? Mais moi, vraiment, d'anorexie en boulimie et de boulimie en anorexie, voilà, je faisais qu'alterner, etc. Je faisais que faire cette bascule malheureuse entre les deux. Et effectivement, bah, j'en arrive à peser 35 kilos et à uriner dans mon lit et à en perdre un peu l'esprit et à me sentir là, effectivement, je sentais bien que j'avais touché le bout du bout, le fond de tout, quoi. Donc là, effectivement, j'étais plus capable de rien. Il fallait vraiment là qu'on m'aide. Voilà, donc, enfin, voilà, on connaît vraiment l'enfer, que ce soit avec l'anorexie et la boulimie. À l'inverse, moi, j'ai jamais été boulimique, mais c'était ma plus grande hantise. Oui. C'est-à-dire que je refusais de me remettre à manger à partir du moment où j'ai commencé à essayer de m'en sortir. J'avais l'impression que j'allais toujours trop manger et que j'allais tomber dans la boulimie. Et donc, j'étais toujours sur ce fil sur lequel je marchais et en me disant surtout ne tombe pas dans la boulimie. Et c'était mon obsession en fait. J'arrêtais pas de dire je vais devenir boulimique en fait. C'est une obsession justifiée parce qu'on ne peut jamais revenir en arrière. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est passé au boulimie, au vomissement, on peut jamais... C'est le fantasme de tout boulimique vomisseux. De redevenir anorexique. De redevenir anorexique. Elles ne peuvent jamais redevenir anorexiques. Pour moi, je vivais vraiment, j'alternais vraiment les périodes. Oui, c'est ça, mais redevenir à un moment où tu mets dans la restriction, puis tu pètes un câble, tu fais des boulimies et on est parti, quoi. Je crois qu'il faut juste dire une chose. Là, on a des trajectoires où vous avez emmené le jeu jusqu'au bout. Enfin bon, jusqu'à la limite. Il faut savoir que plein de femmes restent entre deux, c'est-à-dire qu'elles ont une maîtrise relative de la nourriture, donc elles vont vomir systématiquement après les repas. Et donc il y a beaucoup de femmes qui arrangent une vie, mais une vie qui n'est vraiment pas satisfaisante, c'est-à-dire qu'elles font comme si, elles font semblant, et nous on les voit beaucoup, c'est-à-dire on voit des femmes de 35-40 ans qui arrivent avec un long passé de boulimique. Il faut savoir que c'est des vies foutues, hein. En général, elles sont vraiment mal dans leur peau, c'est souvent là qu'il y a des tentatives de suicide. Et puis même si elles construisent des choses, même si elles arrivent à faire des enfants, c'est pas une vie satisfaisante. Ce que je veux dire par là, c'est pas faire peur à tout le monde. Il n'y a pas forcément de point de rupture, de mise en danger, qui a un déclic. On n'est pas forcément dans des tableaux. Et finalement, on se demande quelle est la situation la plus enviable. Ouais, c'est pas mieux pour autant, quoi. Donc en fait, à ce stade, on a envie de savoir maintenant par quoi est passée votre guérison. Alors, pour moi, à la suite de cette décision, donc je me suis fait hospitaliser pendant 2 mois, où j'ai été hospitalisée dans un hôpital qui n'était pas spécialement habitué à avoir des anorexiques, et où je suis restée en service de réanimation pendant 2 mois, où j'étais obligée de rester assise pour calmer mon hyperactivité, où je n'ai pas pris de douche pendant 2 mois, et où j'étais un peu considérée comme l'animal fou, entre guillemets. Et vous n'avez pas pris de douche, c'était votre décision? Non, c'est qu'un service de réanimation, normalement, vous y restez pas longtemps, vous passez dans un service après, sauf que là, on pouvait pas, il n'y avait pas de place en psychiatrie pour moi. Donc, je suis restée en réanimation et donc je me lavais au lavabo le matin. Et l'objectif était que je reprenne du poids. Donc, mes parents venaient, ils avaient le droit à un quart d'heure tous les 15 jours. Et comme on était dans l'hôpital, un hôpital dans lequel ils connaissaient quelqu'un, j'avais cette personne qui passait quand même tous les jours. Enfin, voilà. Donc j'ai repris du poids, effectivement, mais j'ai eu un suivi psychologique, psychiatrique. J'ai vu un psy 2 fois en 2 mois. Donc autant vous dire, quand on vous fait reprendre 10% de votre poids et que vous êtes anorexique et qu'il n'y a pas de suivi psycho à côté, c'est une catastrophe, en fait. Et dès que je suis ressortie de cet hôpital, au bout de 2 mois, après m'être battue, etc., déjà, il a fallu reprendre des réflexes, c'est-à-dire réapprendre à marcher, par exemple, parce que quand vous restez assise pendant 2 mois, vos muscles ne marchent plus très bien. Il a fallu réapprendre à prendre une douche dans une salle de bain normale, enfin voilà, des petits réflexes comme ça. Et en fait, 8 mois après, je suis retournée dans un autre hôpital pour calmer mon hyperactivité, parce que j'avais repris finalement des anciens tics. En fait, pour se sortir, d'après moi, pour se sortir de tout ça, il faut arriver à la fois se soigner sur le plan psychique, parce qu'il y a un problème quand même psychique à la base de tout ça. Sur le plan alimentaire, évidemment, moi, il a fallu que je réapprenne entièrement à manger, parce que j'en étais arrivée à manger des cuillères de compote de pommes et de yaourt. Enfin voilà, je mangeais à la petite cuillère, hein. Il n'y avait plus d'assiette, le couteau, la fourchette n'existait plus. Donc voilà, tout réapprendre tout ça. Et soigner aussi le corps, se réapproprier son corps. Parce que quand on passe de 35, 32, enfin voilà, quand on passe de poids très très bas et qu'on reprend du poids, il faut réapprendre à connaître son corps, à l'apprivoiser et à vivre avec. Et en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que, physiquement parlant, toutes les souffrances que je n'ai pas senties pendant mes années d'anorexie se sont réveillées après. Donc, je me suis mis à avoir très mal au dos, à avoir des blocages dans les épaules, etc. Finalement, mon corps, en l'alimentant et en faisant tout un travail psychique, toutes les souffrances se sont réveillées.
Et quand vous dites psychique, parce que vous avez tous les trois, je crois, employé le mot de vide à un moment donné, il y a un vide à remplir, une angoisse, c'est de quoi on parle en fait? Moi, il y avait quelque chose au fond de moi qui ne sortait pas. Et la seule manière de le montrer, ça a été de passer par l'anorexie parce que je n'arrivais pas à l'identifier autrement. Et donc, moi, j'ai vu plein de psys différents et je ne suis pas arrivée à le faire sortir avec les psys. C'est en allant voir un ostéopathe, en fait. J'ai rencontré un ostéopathe avec qui j'ai eu un gros feeling, mais ça aurait pu être une diététicienne, ça aurait pu être, je ne sais pas, n'importe qui. Et donc, l'ostéopathe qui est censé vous manipuler, lui, il se trouve que cette rencontre-là fait que cette personne vous a fait formuler des choses. En fait, voilà, en travaillant sur mon corps, et puis parce que j'ai eu une grande confiance en lui et que c'était quelqu'un de neutre qui ne m'avait pas connue pendant ma période purement anorexique, qui ne connaissait pas mon entourage, qui finalement ne connaissait pas ma vie, à qui j'ai réussi à me confier et tout en... lui, travaillait sur mon corps et ça a débloqué des choses aussi dans ma tête. Mais ça a été tout un long processus, si vous voulez. Ça a été cet échange-là qui m'a permis d'aller de l'avant, de me reconstruire et surtout de réussir à imaginer la vie que j'avais envie d'avoir après cette phase d'anorexie, puisque c'est bien de s'en sortir, mais qu'est-ce qu'on fait après? Qu'est-ce qu'on met dans cette vie? Qui est-ce qu'on aime fréquenter? Où est-ce qu'on a envie de partir en vacances? Quel métier on a envie de faire? Arriver à rencontrer quelqu'un après et pas lui dire la première chose, j'ai fait de l'anorexie. Non, ça arrive beaucoup plus tard. En fait, elle a fabriqué la trajectoire de soins. Tu as tout vécu, quoi. Tu as vécu le passage où, effectivement, des gens se heurtent à ton symptôme, c'est-à-dire, tu bouges trop, on t'attache sur le lit, on n'arrive pas à manger, donc on vous met une sonde, etc. Bon, maintenant, on est effectivement dans une approche complètement pluridisciplinaire, comme tu l'expliques bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça passe par une diététicienne qui connaît l'anorexie, et qui ne va pas te faire grossir à toute force immédiatement, mais qui va attendre. Ça passe par une psychomotricienne. Bon, toi, c'est une ostéopathe, mais c'est à peu près pareil. Ça passe par un psy. Il faut vraiment attaquer le problème par tous les bouts. En particulier, les pensées alimentaires. Il y a aussi des choses nouvelles qui se passent. Toutes les neurosciences se sont un peu fixées sur cette pathologie. Et aujourd'hui, on fait par exemple des stimulations magnétiques transcrâniennes qui sont une façon, au moment où en fait on commence à réguler l'alimentation, tout anorexique, quand on touche à son équilibre alimentaire, elle a forcément l'impression qu'elle va grossir. Et à ce moment-là, elle est envahie par des pensées alimentaires, ce qui fait que seule, elle se serait cassée la figure. On fait des stimulations magnétiques, et là, elles arrivent à tenir le chemin et aller jusqu'au bout. On fait aussi autre chose qui est dans le même registre pour calmer les pensées alimentaires, qui sont l'auto-hypnose, c'est-à-dire qu'on apprend l'auto-hypnose pour que les gens se le fassent. Mais moi, donc il y a toute une bordée de soins à envisager de façon cohérente, alors dans des lieux qui existent plus ou moins encore, mais enfin bon... et ça a quand même beaucoup bougé par rapport à ce que tu expliques de ton hospitalisation. Moi, j'ai eu beaucoup de freins, en fait, parce que j'étais adulte. Moi, j'ai commencé à être vraiment malade 20, 22, etc. Et finalement, quand je me suis retournée, mes parents, tout mon entourage, ils ont essayé de chercher. Et en fait, il y avait beaucoup de centres qui disaient, non, on prend des adolescentes. Ou il y avait des centres qui disaient, oui, on veut bien prendre des adultes, mais il y a une liste d'attente de 2 ou 3 mois. Et quand vous êtes à la limite, vous n'avez peut-être pas le temps d'attendre 2 ou 3 mois. Donc vous avez été actrice de votre construction, à 100%. La seule chose, si vous me permettez, j'ai vu lors de différentes hospitalisations, j'ai vu beaucoup de jeunes filles, comme je l'étais, souffrir énormément de l'anorexie et de la boulimie. Je voudrais simplement dire que peut-être ce qui nous aide à en guérir, à en sortir, à sortir de la souffrance, c'est d'y croire. C'est de vraiment croire que c'est possible. J'appelle et j'encourage tout l'entourage à croire pour nous et avec nous. Mais comment vous êtes passé, vous, de ce moment d'enfer? Vous avez dit, j'étais dans une journée incroyable où je passais des heures à manger, des heures à vomir, il n'y avait rien d'autre. C'était de la détresse, un enfer. À cette croyance que vous pouviez vous en sortir? Cette croyance, finalement, à partir du moment où on souffre, qu'on est désespéré, comme Dorian, par exemple, qui appelle sa tata, à partir du moment où on est dans une demande d'aide, c'est qu'on est dans une volonté de guérir, on a envie, on a quand même vraiment envie qu'à un moment donné, ça s'arrête, c'est juste plus possible, il faut qu'on nous aide. D'où l'importance de l'entourage, effectivement. Et personnellement, c'est aussi lié à une hospitalisation. Il y a des groupes de parole pour les... Il y a des groupes de parole pour les parents. Groupes de parole pour les parents. C'est un métier de... Oui. Parce que c'est toute la structure familiale qui est cassée, en fait. Oui. Et donc, pour vous, c'est passé par quoi, hospitalisation? C'est passé par une bonne hospitalisation, ce qui veut dire un service adapté. Donc là, on s'intéresse à votre alimentation, à votre psychologie? Oui,
c'est pareil, il y a une approche qui est assez globale, donc c'est très aidant. Mais j'ai envie de dire que finalement, moi, j'ai pas de recette, j'ai pas de clé, mais c'est tout ce qu'on met en place, tout ce cheminement qui est mis en place pour s'en sortir, qui va être la voie de la guérison. C'est tout ce qu'on essaye, c'est toutes les rencontres et la qui ont décision lieu. de s'en sortir. Et la décision de s'en sortir, en tout cas, c'est cette... Voilà, c'est à un moment donné de pouvoir se rendre compte qu'on n'est pas sur des voies possibles entre l'anorexie et la boulimie et qu'il faut s'en sortir. Et là, il faut vraiment avoir cette honnêteté et ce courage d'aller chercher de l'aide. Et si l'aide au début n'est pas la meilleure, eh bien, ne pas hésiter à en trouver une autre et encore une autre. En tout cas, c'est voilà, ne pas abandonner. Et l'anorexie ne laisse pas d'autres pathologies, comme on dit souvent. C'est-à-dire qu'on a souvent l'impression que l'anorexie est traitée comme quelque chose qui serait venu de l'enfance, ou au contraire, que c'est le début d'une pathologie d'adulte. En fait, c'est une pathologie en soi qui ne laisse pas de séquelles. Sinon, en général, de laisser des filles qui sont assez pugnaces, qui sont assez courageuses, qui ont réussi leurs études, etc. Donc, alors, sur les séquelles, moi j'en ai eu quelques-unes au niveau de la santé. Il peut rester des petits. Il n'y a pas une pathologie qui remplace. Il n'y a pas une pathologie entière qui reste, non. Et Dorian, vous s'est passé par quoi, cette reconstruction Moi, je rappelle que vous avez vomi du sang, que ça vous a fait paniquer. J'ai paniqué, puis parallèlement, j'ai trouvé un travail, ce qui m'a beaucoup aidé. L'ambiance elle était top, du coup, ça me permettait de me sentir mieux. Et petit à petit, j'ai commencé à diminuer les crises. Il y a des fois où j'achetais à manger pour faire une crise. Puis en arrivant chez moi, je sortais, quel que soit le temps qu'il fasse dehors ou l'heure. Je sortais sans un sou et j'allais marcher. Comme ça passait et petit à petit. Ça, vous l'avez improvisé ? C'est vous qui avez eu cette idée ? Oui, j'ai eu cette idée-là. Je me suis dit, c'est plus possible, j'ai pas envie de mourir. Donc petit à petit, j'ai décidé de... Alors ça a commencé par une crise par jour, puis 3 crises par semaine, et petit à petit, ça a diminué. Et donc j'ai raté un poids de 60 kg, qui est vers... j'ai réussi à atteindre un poids de 60 kg en essayant de manger comme je le pensais, en essayant de m'en sortir. Puis j'ai fait appel à un coach sportif qui s'y connaissait dans la nutrition et dans la musculation. C'était purement... et je ne sais pas pourquoi, je lui ai fait totalement confiance. Et aujourd'hui, je suis toujours avec lui et il m'a amené à... Je suis passé de 60 kg à 80 kg. De muscles. De muscles, un peu de gras, mais aujourd'hui je m'en fous du gras. C'est ça que j'allais vous demander. Parce qu'évidemment, vous savez qu'on est en train de penser. Non, mais on est en train de penser tous à la même chose, c'est qu'il y a eu effectivement l'extrême maigreur, après d'être gros, et puis le fait ensuite d'être dans un objectif sportif. Ça devient très 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 important. Encore une fois, j'y connais rien. On pourrait imaginer qu'on va se retrouver dans un même type de comportement. Et vous dites, non, s'il y a un peu de gras, je m'en fous. Ouais, j'étais passé, je lui faisais totalement confiance. Donc, s'il me mettait un peu de gras, c'est qu'il savait ce qu'il faisait. Donc, voilà, il m'a fait un régime alimentaire à base de 6 repas par jour. J'ai été à faire du sport, ça me libérait en plus de la journée du travail. J'avais le travail en parallèle, donc j'étais occupé. J'avais des collègues qui étaient au top. Donc, au fur et à mesure, je me sentais de mieux en mieux. Et parallèlement à tout ça, j'ai commencé à me mettre sur les réseaux sociaux pour essayer de partager mon histoire et essayer d'aider, quoi. Et vous avez la sensation que ça vous a aidé, vous ? Ça m'a aidé énormément parce que j'avais du soutien. J'avais beaucoup de soutien. De jour en jour, j'avais de plus en plus de soutien. Et puis, je pouvais aider, donc ça m'occupait encore. Ça donne du sens. Voilà, c'est un truc qui me plaît. Je veux aider aujourd'hui. Donc l'information, c'est qu'on peut s'en sortir tout seul. Ah oui, oui. Tout seul avec de l'entourage quand même. Enfin, tout seul, je pense que c'est très compliqué. Mais sans hospitalisation, sans psychologue. Ouais, voilà, j'ai jamais voulu me faire hospitaliser, ni me faire suivre. J'avais pas du tout envie de ça. Donc j'avais le mental de courir 3 heures sans avoir mangé de la journée. Donc vous avez eu le mental de vous en sortir. Je pense que j'ai eu le mental d'essayer de m'en sortir. Il y a aussi les questions mentales, effectivement. C'est vraiment la maladie du mental. Hein. Donc là aussi, c'est vrai qu'on a ce mental pour se détruire terriblement. Et on a aussi vraiment ce mental pour se reconstruire. Vous parliez de sens et je crois qu'on est vraiment dans cette quête de sens. Et dès qu'on commence à en trouver un petit peu, dès que les rencontres
que nous pouvons faire durant ce chemin de guérison font sens, dès que les activités qu'on met en place font sens, bah voilà, tout commence à effectivement devenir un petit peu plus léger. Et effectivement, les boulimies s'espacent dans le temps, deviennent un petit peu moins douloureuses. Et voilà. Donc, et puis au fur et à mesure du temps qui passe, des efforts que nous faisons, du soutien que nous recevons et de l'espoir que nous gardons, et bien finalement j'ai l'impression que oui, on arrive à retrouver du sens, une vie, de la gaieté, de la joie et du bien-être. Voilà. Enfin, ouais, moi, c'est tout à fait ça. Aujourd'hui, je me suis jamais senti aussi bien. Je sais pas, j'ai grandi clairement et aujourd'hui, je vis ma vie à fond. Je m'amuse, je revois mes potes, j'ai aucun temps libre, je m'éclate. Aucun temps libre, c'est quoi cette phrase ? Ouais, non, mais le matin, je me lève à 6h, je rentre à 8h, après, je suis sur les réseaux sociaux. Vraiment, je vis ma vie à fond. Là. Mais je voulais rebondir sur ce que tu disais au début. Comme quoi cette période, enfin moi ça a duré globalement 10 ans, entre le moment où je suis tombée malade et où j'ai fini cette période, c'est comme une sorte de parenthèse. Enfin, par exemple, c'est un exemple tout bête, mais tous les films qui sont sortis au cinéma pendant cette période, bah, j'en ai vu aucun par exemple. J'ai pas eu la même vie de jeune femme que toutes mes autres copines qui sortaient en boîte, etc., etc. Non, tout ça, je ne l'ai pas fait parce que j'étais focus sur ma maladie, sur l'alimentation, etc. Donc, en fait, moi, il me manque une partie de ça, en fait. Vous avez été extraite de l'existence pendant un temps. Voilà, c'est comme si j'avais été ailleurs, dans un autre monde. Alors, il y a des titres de films qui viennent en tête, mais je dis, bah non, je ne les ai pas vus. Mais comment, tu n'as pas vu ce super film ? Bah non, parce qu'en fait, moi, à l'époque, j'allais courir la nuit. Enfin, voilà, c'est autre chose. J'ai vécu autre chose qui est différent. Mais voilà, ce que tous les jeunes de mon âge ont pu vivre sans caricaturer, mais voilà, ont pu croiser, sortir en boîte, aller boire des verres, tout ça, c'était quelque chose auquel j'étais pas habituée. Donc quand je m'y suis remise, pour moi, c'était nouveau. C'était nouveau, par exemple, de rentrer après dîner le soir, de pas rentrer chez moi pour dîner. Parce que c'est pareil, on n'en a pas forcément parlé, mais les repas avaient des heures très précises, moi. Et rentrer après 20h chez moi, c'était, mon Dieu, tu n'as pas mangé à 20h. Enfin voilà, c'est décalait tout mon cadre, en fait. Et c'est aussi se réhabituer à vivre comme ça, à retrouver un cadre, à aller au restaurant, à apprécier ce qu'on mange. Enfin, voilà, tout ça, et ça prend aussi du temps. C'est pour ça que cette émission pouvait aider certaines personnes à avoir un déclic, parce qu'on a vraiment une perte, moi aussi, j'accuse une perte sèche de 10 ans de ma vie, quoi. Et de 20 à 30 ans, bah, il ne se passe rien. Donc après, on récupère. C'est vrai qu'après, c'est assez magique, hein, tout s'ouvre, c'est du merveilleux, voilà, on s'émerveille. Mais on a quand même perdu 10 ans de notre vie. Et je voudrais juste ajouter que je ne sais pas si ça peut être rassurant ou pas, mais pour ma part, en tout cas, je pense qu'on se change, en tout cas on évolue, mais on ne se transforme pas. Je garde ma sensibilité, celle qui peut-être m'a causé cette sensation d'être aussi différente, et cette différence qui m'a autant pesé, qui à un moment donné peut-être a induit ce cri qu'est l'anorexie. Mais si on reste égal à soi-même en ce sens, aussi singulier, si sensible, en tout cas, on apprend aussi à gérer cette sensibilité, à ne plus en souffrir. Moi, je crois vraiment qu'il est possible de ne pas souffrir et de se sortir de cet état de souffrance, parce qu'effectivement, quand aujourd'hui, ça m'arrive, hein, sur 1 ou 2 journées, je vais avoir tendance à, alors non pas repartir dans la boulimie telle que je l'ai connue, ou ne pas retrouver des tocs tels que je les ai connus, mais j'ai 1 ou 2 journées où effectivement je vais manger un peu beaucoup. Voilà, je me dis pas de panique, je sais que ça passe, je sais que c'est quelque chose qui peut être... voilà, je crois qu'on apprend à relativiser énormément, et ça fait du bien, et ça fait du bien de se sentir un peu en paix, et la paix, elle est possible. Moi, j'y croyais plus, il y a eu des moments où je me disais ça finira jamais, d'où l'idée peut-être de vouloir en finir parfois, ce qui est une vraie erreur, puisqu'en fait, voilà, on arrive, on s'en sort, et la souffrance, on arrive à la laisser vraiment, vraiment, vraiment derrière nous. Bon, ce sont des mots qui donnent de l'espoir. Je voudrais vous montrer des images d'une jeune fille qui a 19 ans. Elle lutte contre l'anorexie. Son combat est loin d'être terminé. Elle a choisi, comme vous, de le vivre sur les réseaux sociaux, de le partager, la sensation de s'aider et d'aider les autres. Et donc, elle s'appelle Alexia. Et vous me dites juste après ce que vous en pensez. La maladie a mis un filtre sur moi. Un voile, une enveloppe. C'est cette apparence physique, finalement, derrière laquelle je me cache. Mais c'est pas moi.
Petite, j'étais rigolote. J'étais un vrai petit rayon de soleil. Ma maman me disait que j'étais son petit clown. Je sentais que j'étais un petit peu différente. Je sentais que j'étais pas comme les autres enfants de mon âge en classe. Et l'anorexie ne s'est pas déclarée du jour au lendemain. Je me suis pas réveillée comme on pourrait se réveiller avec un rhume en se disant « Wow, j'ai mal à la tête ». Tout ce qui pouvait me faire sentir vivante, je m'en privais. Donc de la nourriture, de la relation humaine, des contacts avec l'extérieur. J'étais plus moi et j'étais triste avant d'être maigre. Je me suis cachée, j'ai essayé de dissimuler ma maladie. Donc c'était de me dissimuler sous des couches de vêtements pour pas qu'on voit que progressivement je maigrissais. Cette relation avec la maladie a duré longtemps avant que finalement elle ne soit découverte. À l'école, on a eu une visite médicale et l'infirmière qui piquait des bras toute la journée a trouvé le mien un peu trop maigrelet. Et du coup, elle a convoqué ma maman, elle lui a fait part de ses inquiétudes et elle lui a suggéré donc de me faire consulter un médecin. Et c'est la première fois que le mot anorexie a été prononcé. Je pesais 35 kilos et je suis tombée à 28. J'ai complètement perdu les pédales à partir du moment où j'ai vu mon médecin et qu'il nous a dit la nécessité vitale de me faire hospitaliser. Il n'y avait plus d'autre choix, c'était une question de jours. J'étais en danger de mort. Lorsque j'étais hospitalisée, je n'avais le droit à rien. Ni ma peinture, ni mes livres, ni la télé, ni mon téléphone. J'avais des carnets, des tas de carnets et des stylos. Et finalement, j'ai trouvé refuge en l'écriture. Après avoir écrit un premier livre sur les troubles du comportement alimentaire et sur finalement cette souffrance qui me dévorait de l'intérieur, j'ai eu besoin d'écrire sur autre chose. Mon papa est décédé quand je suis née, quasiment. J'ai eu envie de lui raconter tout ce qu'il n'a pas connu. Progressivement, j'ai réussi à parler de ma maladie sur les réseaux sociaux. Et je n'en avais plus honte, enfin, de moins en moins honte. J'arrivais à apporter de la légèreté à la gravité de la maladie en parlant librement. Le 1er janvier dernier, j'ai conçu une plateforme communautaire qui s'appelle The Brindille, sur laquelle je partage mes aventures, mon combat et toutes les techniques que j'emploie pour justement me réconcilier avec qui je suis. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous dire que non, la nourriture n'est pas nécessairement notre ennemi, et bien au contraire. Et moi je sais que voilà, de mettre les mains dans le plat, les mains dans les crevettes, les mains dans la nourriture, ça m'aide aussi beaucoup à ne plus en être dégoûtée. C'est à partir du moment où j'ai pu en parler autour de moi que j'ai réussi à aller mieux et à m'en libérer. Les personnes qui, comme moi, souffrent d'un trouble du comportement alimentaire ou d'un trouble de l'âme, je pense qu'elles peuvent se reconnaître quand elles regardent mes publications. Et je pense que ça peut leur faire du bien. Parce que tout ce que j'essaye de transmettre, c'est un message d'espoir. Voilà, je vous fais une nouvelle vidéo pour vous parler d'un sujet un peu touchy, mais qui me tient à cœur quand même, avec lequel j'ai pas mal de difficultés, mais je me dis que si moi j'ai beaucoup de difficultés avec ça, vous devez sans doute rencontrer les mêmes. Alors pourquoi ne pas s'entraider et en parler librement et, oui, je me bats, oui, je ne suis pas guérie, mais j'y crois. Aujourd'hui, je refuse de dire je suis anorexique. Je suis Alexia et je suis atteinte d'anorexie. Voilà, c'était le petit coup de pouce du jour. Je vous souhaite une bonne semaine et puis n'oubliez pas surtout, la brindille plie mais ne rompt jamais. À demain! Donc Alexia, 19 ans, vous allez nous donner votre sentiment, votre réaction quand vous voyez ce qu'elle fait aujourd'hui et le fait qu'elle partage son combat. Mais je voulais vous présenter mes camarades, Brigitte, Charlotte et Luc qui nous ont rejoints. Bonjour. Réaction spontanée quand vous la voyez partager, parce que ce qui est particulier et ce que j'ai retenu moi de votre histoire, c'est qu'à un moment donné, vous étiez totalement isolé. Et vous disiez qu'il y avait une forme de détresse dans tous les cas et un incroyable isolement. Et là, on voit exactement le contraire. C'est qu'elle partage son combat, les résolutions qu'elle prend, etc. Comment vous réagissez ?
Alors, je trouve ça, je ne connaissais pas cette jeune femme, je trouve ça très positif, hein, effectivement, qu'elle soit dans cette volonté, cette résolution, ce partage. Après, je ne peux pas m'empêcher aujourd'hui encore, et face à ce reportage, pardonnez-moi, c'est très naïf, mais d'être excessivement touchée, en fait, par toute cette souffrance. Vous reconnaissez quelque part? Et oui, forcément, ça me rappelle, en fait, j'avais vraiment alors oublié, consciemment, inconsciemment, toute cette part de souffrance. Et concernant cette jeune femme, je vais peut-être réagir un petit peu plus après, mais effectivement, je suis très touchée, en tout cas. Très touchée. De la démarche, l'idée de partager, de ne pas rester seule. Parce que j'ai senti qu'il y avait beaucoup de Exactement. solitude. Je trouve sa démarche assez incroyable, en fait, parce que Elle parle elle a au la présent. force. Vous avez parlé au passé. Ouais, elle parle au présent parce qu'elle est encore. Enfin, Oui, elle est dedans. Elle est dedans, mais elle a cette force de se dire il faut que je m'en sorte. Et comment je vais essayer de m'en sortir? En partageant, en essayant de créer une communauté autour de cette maladie, autour de cette situation. Et elle utilise les moyens qui sont ceux de son époque, les réseaux sociaux qui, aujourd'hui, certes, ça sert à plein de choses, les réseaux sociaux, on peut être contre ou pour, mais au moins, on peut trouver des gens avec qui ça résonne, avec des dérives, certes, mais on peut trouver des gens avec qui échanger et discuter autour de cette maladie. Et je pense qu'elle est plutôt, j'espère pour elle, dans le bon chemin. En tout cas, elle a cette énergie qui fait plaisir à voir, malgré le fait qu'on sent qu'elle est encore touchée par tout ça. Et là, on cherche. Et vous, Dorian, vous avez fait le choix justement de partager ça, ce qui peut être une décision compliquée à prendre au départ, non? Oui, j'ai eu du mal à en parler, mais le fait d'en parler... Sur les réseaux sociaux, vous avez vu qu'il y avait quelque chose qui était positif pour vous? C'est positif, déjà ça m'aide. Et puis j'ai beaucoup de messages de jeunes filles, des jeunes hommes, j'en ai pas beaucoup, mais de jeunes filles qui sont vraiment désespérées et qui cherchent cette aide. Donc par tous les moyens, je fais mon maximum pour... répondre au maximum à tout le monde et de les aider, mais je suis sûr qu'ils vont s'en sortir. Et toi, Brigitte, qu'est-ce qui t'a touché dans son histoire? Moi, c'était sa maturité, parce qu'elle n'a que 19 ans, et sa persévérance, parce que ça fait 8 ans qu'elle se bat, et le fait aussi qu'elle s'intéresse, comme vous l'avez dit, aux autres. Elle s'intéresse, elle veut aider les autres. Ce que j'ai aimé aussi dans son parcours, c'est que au début, elle a eu une idée. Elle a lancé un appel sur un réseau social pour demander à des chefs, des cuisiniers, de l'aider à retrouver le goût. Et ça a marché. Ils ont répondu à l'appel? Ils ont répondu à l'appel, les chefs étoilés. Et ils l'ont rencontré. Et ils lui ont appris à cuisiner de façon ludique, mais surtout lui donner envie. Ils lui ont expliqué qu'une belle assiette. Alors, ils lui ont appris à faire des assiettes avec des fleurs, des choses comme ça, pour lui donner envie. Et ça a marché pour elle? ses fruits. Mais oui. C'est très important parce qu'en fait, ce qu'on n'a pas dit avant, mais c'est que la faim, le goût, les sensations, tout ça, ça disparaît. C'est-à-dire qu'on n'a plus jamais faim, on ne sent plus le goût des aliments. Donc faire ça, je trouve que c'est génial, c'est hyper... Lily, elle est très créative. Donc, Elle est très culottée, mais c'est... Elle est culottée. parce qu'il faut avoir l'idée et puis il faut oser le faire. Oui, Appeler des grands chefs. Appeler des grands chefs et les mecs qui marchent, ils sont super sympas avec elle. Tant mieux, j'ai envie de dire. Mais oui, ils sont adorables. Et alors, elle a une autre idée, parce que, comme vous l'avez dit, elle fourmille d'idées. Elle a écrit un livre, alors qui s'appelle La fin du petit pois, POIDS. Et elle dit qu'il est plus facile de se réconcilier avec son assiette qu'avec son corps et sa tête. Bien sûr, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est l'idée de se remettre toujours en activité, d'avoir des projets. Voilà, ce qui est peut-être le plus dur quand tu parlais de boulimie, Dorian, et je l'ai vécu aussi. Voilà, dans ces phases-là d'anorexie boulimie, on est tellement centré, concentré, voilà, sur une seule thématique, plus rien n'existe autour de nous, il n'y a ni personne, ni... Et là, c'est retrouver du sens, on en a parlé, mais je crois que les personnes anorexiques et boulimiques ne sont pas là pour faire joli. Ce sont vraiment des personnes qui sont en quête de sens, qui ont des choses à dire, qui ont des choses à raconter. Effectivement, tout ça, que ce soit un livre écrit ou un atelier de cuisine, ça permet vraiment de reprendre, voilà, de se raccrocher et de reprendre contact avec soi, avec la vie, mais avec soi en premier lieu. Alors, si c'est en passant par l'assiette pour accéder à son corps et à son esprit, très bien. Si c'est en passant par l'écriture, parfait. En tout cas, c'est d'avoir des projets, voilà, et de se remettre en activité, en mouvement. Et c'est votre point commun, parce qu'Alexia sort un livre. Il y a quelques années, vous aviez publié La balance du vide. Oui. Et puis, Barbara, anorexie, 10 ans de chaos. Le raconter, ça a eu un effet thérapeutique? Ouais, en fait, ça m'a permis de fermer
la page, enfin, Passer à autre tourner chose. la page et fermer ce livre-là de ma vie. Ça a été dur au début parce qu'il a fallu tout faire ressortir. Et c'est voilà, un peu les montagnes russes. Mais Parce voilà, qu'en le racontant, on le revit. bah, on ressent des choses. Et en même temps, ça m'a permis aussi de prendre un peu de hauteur par rapport au sujet, parce que j'ai lu des choses, je suis allée rencontrer des gens qui ont vécu ou qui soignent aussi des malades ou des médecins, etc. Donc ça m'a permis de prendre un peu de hauteur, de poser sur le papier ma version des choses et de laisser une trace et de me dire finalement tout ce que j'ai vécu, ça peut servir à quelqu'un d'autre. Et si aujourd'hui ce livre il a permis à 2 personnes ou une personne d'avoir un déclic ou s'en sortir ou en tout cas trouver l'énergie pour se dire je vais y arriver, bah moi je suis ravie en fait. Sauver une vie, au moins une vie. Oui, c'est ça. Alors, elle a eu une autre idée aussi. Hein. Depuis le 1er janvier 2017, elle a créé un blog et une chaîne sur Internet et dans laquelle elle... Alors, Une chaîne de télé, comme une chaîne humaine, tu veux dire Une chaîne de télé, si Ah tu oui, veux. voilà, d'accord. Bon, d'accord. Sur Internet. Sur Internet. Une chaîne web. Ouais, voilà. Je fais attention à ce que je dis, pour pas faire de... Et donc, sur ce blog, elle met des petites vidéos et chaque jour, elle change de thème. Un jour, elle va parler, elle fait des interviews de spécialistes, de coachs, de conseils. Un autre jour, elle va parler d'art, de lecture, enfin voilà. Et elle a un but dans la vie. Elle veut être journaliste et elle veut être la Oprah Winfrey française. Et c'est son but. Elle a décidé, mais je pense qu'elle y arrivera parce que... Elle a l'air d'avoir de la volonté. Elle a du Elle est bec. déjà devant la caméra, je pense que... Elle est très à l'aise. Ouais. Voilà. De toute façon, on ne peut pas réaliser ses rêves si on n'a pas de rêve. C'est Exactement. l'étape numéro 1. Donc elle a ce premier rêve. Et je suis Exactement. convaincu qu'elle va y arriver. Voilà. Convaincu. Luc, Alors moi, je voulais vous parler d'un film, d'un court-métrage, en fait. C'est vrai qu'il y a eu assez peu de films qui traitent de l'anorexie. C'est vrai, vous en connaissez, vous, des films sur l'anorexie? dans ces sujets, Il y a le film avec Mélanie Laurent où Oui, l'anorexie est exposée. Ouais, Ne t'en je vais va bien, pas. je vais bien, ne t'en va pas. C'est légèrement abordé, mais C'est c'est pas légèrement abordé, c'est pas le mais- thème mais c'est pas le central. thème central. ouais. Alors moi, je T'en vais fais vous pas. parler d'une jeune femme, c'est celle-ci qui est ici, là, sur cette image. à droite de l'image. Oui, à droite de l'image, qui s'appelle Émilie Bellina Richard, en fait, qui a 31 ans aujourd'hui. Et à l'âge de 12 ans, elle est touchée par l'anorexie, pas de manière extrêmement sévère, mais elle est atteinte d'anorexie. Et un petit peu plus tard, dans son adolescence, elle visite en fait une de ses amies qui est hospitalisée parce qu'elle est lourdement atteinte. Et elle parle avec elle, et là, elle prend conscience justement qu'il n'y a pas eu assez de films autour de ça. Elle se dit, mais pour alerter les consciences, pour réveiller les gens, il va falloir qu'on évoque vraiment ce problème, et comme vous l'avez fait aujourd'hui, qu'on vient d'exposer sans tabou ce qu'on ressent quand on est malade comme ça. Et donc, elle a sorti un film qui s'appelle, en fait, c'est un court-métrage qui s'appelle Sacha. Sacha, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est atteinte d'anorexie. Et en fait, c'est vraiment inspiré du témoignage de son amie qu'elle était allée voir à l'hôpital. Je vous propose de regarder la bande-annonce. Je savais que j'y arriverais pas toute seule et que c'était important pour moi de voir un nutritionniste. Au moins pour qu'il m'aide à stabiliser mon poids. Mais au final, ça m'a pas aidée. Sacha, je t'aime. Et là, je peux plus. Tu vas finir par crever, je refuse d'assister à ça. Je vais vous recommander un confrère. Il est psy. Je dois payer un PV pour mauvaise conduite avec la nourriture, ça se passe comment là? Un jour, t'auras plus assez de force et tu vas te tuer, c'est ça que tu veux? Tu as encore fait peur à ta sœur. Tu as conscience qu'elle est trop petite pour comprendre. Je vais aller à l'hôpital, maman. Je vais me faire soigner. Look at your friends, they try to save you. Look at their hands, they try to reach you. Where is your mind? You have to find. Now you have the key to go on a new way. Don't wanna see. Donc la fiction pour raconter les choses, parfois ça touche. Ouais, ça m'a touché, ouais. C'est pas tellement de la fiction, ça fait très documentaire. Non, hein. ouais, c'est très Par rapport à ce que réaliste, tu as hein. raconté de ton histoire. Non, mais Et c'est puis, détonnant. le rapport avec la famille, l'isolement, enfin voilà, il y a tout dans il y a tout là-dedans. Ouais, là, j'ai l'impression de me revoir. Là. Ouais. Pareil. Non, c'est vrai que c'est un court-métrage de 19 minutes qui est extrêmement bien vu parce que vraiment il décrit les douleurs, la solitude, la difficulté
à vivre. Ils écrivent, mais c'est ce que vous avez fait. Vous avez décrit, vous avez raconté des scènes, j'avais tout dans ma tête. Quand vous dites je pleurais à chaque fois que je vomissais, mais je ne vous ai pas vu pleurer. Là, ce qui est fort, c'est que finalement, la partie, bon, on dit tout ce qui est personnel est universel, donc j'ai l'impression que ça raconte aussi votre histoire. Mais je me rends compte que la fiction, ça raconte la partie la plus intime. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais même ce côté au début où son copain lui dit j'arrête là parce que je veux pas assister à ça, t'es en train de te détruire. Mais moi, je l'ai entendu de mes amis, ça. Et il y a des amis que j'ai perdus à cause de cette maladie-là. Parce qu'ils ne comprenaient pas que je puisse faire ça et que si j'étais en train de me détruire, c'était que finalement, je les aimais pas. Et aujourd'hui, vous comprenez qu'ils ne comprenaient pas ? Oui, je comprends, parce que j'étais incompréhensible. Et puis surtout, mais surtout dit, c'est très compliqué à comprendre. Non, mais voilà, j'étais incompréhensible, c'était compliqué à comprendre pour eux. Mais après, quand on est à l'époque, moi, je comprenais pas pourquoi ils s'en allaient. En tout cas, c'est dur de voir ces images. C'est vraiment très, très dur. Et c'est très profitable. Hein. Vraiment, là, c'est... voilà, c'est très dur parce que vraiment, moi, en tout cas, ça me rappelle à quel point l'anorexie, la boulimie nous conduit vraiment... Il y a une détresse, c'est pas un caprice de notre fille qui veut maigrir. Ne minimisez pas les choses. Justement, c'est pour ne pas minimiser les choses que des films comme ça ont été Oui, faits, exactement, justement. et tant mieux, c'est très très bien, mais c'est vrai que c'est très brut parce qu'en fait, c'est une immersion dans des scènes. Quand on voit des gens qu'on connaît, ou je pense comme vos amis, vous voyez à l'extérieur, ne voyez pas ça en fait, ne comprennent pas ces moments-là. Moi, c'est ça que je trouve, c'est très intime en fait. On arrive et à après, pour nous qui avons vécu ça, c'est se revoir des années avant dans des périodes très difficiles. Dures, je comprends que ça c'est perturbant. Ça peut être perturbant, ça bouleverse. Mais en même temps, moi, ça me donne envie d'aller le voir quand même. moi aussi. Même si je pense qu'il va falloir que je m'accroche un peu. Alors justement, elle ne s'est pas arrêtée là, notre amie Émilie. Encore une qui ne s'arrête pas là. Non, elle ne s'est pas arrêtée là parce que justement, ce court-métrage a eu tellement de succès qu'en fait, elle a sorti un deuxième film, un deuxième court-métrage qui s'appelle Comme une plume. Et là, elle a voulu mettre en avant le ressenti des proches. Ah, super. Elle a gardé le même personnage de Sacha, mais là, par le prisme des parents, par le prisme des amis, du petit copain, de toute la famille. Et ces deux courts-métrages ont eu un tel succès, ils sont sortis en 2013 et 2014. Et bien depuis, elle est extrêmement sollicitée pour pouvoir le diffuser auprès d'associations, auprès d'écoles, auprès de lycées, auprès de services dans des hôpitaux, pour que ça puisse être vu. Parce que c'est un formidable outil pédagogique. Mais c'est essentiel. Enfin, moi, j'ai déjà participé effectivement à de la sensibilisation auprès des plus jeunes, parce que c'est vrai que souvent ça commence jeune, mais je trouve que c'est essentiel de participer à transmettre le message. Parce que c'est à cet âge-là, en fait, c'est vraiment dans l'adolescence que souvent ça démarre. Et voilà, essayer de transmettre des choses et montrer qu'il ne faut pas tomber dedans, quoi. Et que si on est déjà dedans, on peut s'en sortir, justement. C'est en tout cas le message d'espoir que vous avez tous lancé cet après-midi. Merci beaucoup. Il y avait quelque chose à préciser ? Juste, ce qui est génial, c'est que chacun de ces films a coûté 1 200 € pour l'un et 2 500 € pour l'autre. Des films financés de façon participative, avec très peu de moyens, et qui sont vus par beaucoup de gens et qui sont vraiment chouettes. Voilà, et cette jeune fille nous fait un travail extraordinaire de sensibilisation dans un domaine qu'elle connaît bien, mais je suis convaincu que ce sera une grande cinéaste, parce que pour le coup, c'est l'image est belle. Très bonne qualité. Et comment on les trouve d'ailleurs ? Alors justement, en fait, il faut contacter Émilie par mail. On vous mettra toutes les coordonnées sur le site de 1001 vies et comment on peut, parce qu'il faut pour pouvoir financer son nouveau projet, elle demande un petit peu de sous. Donc on vous mettra toutes les coordonnées si on veut les voir. Ça peut être diffusé sur France Télévisions, ça, par exemple. Exactement. Tu m'aurais dit que j'étais le patron de France Télévisions, mais tu as raison, je sais à qui il faut en parler. Les campagnes de sensibilisation sur ce sujet, c'est compliqué à faire. Et donc, Charlotte, tu nous amènes dans quel pays pour voir un petit peu ce qui a été fait ? Alors, aux États-Unis, il y a des sites américains qui ont lancé il y a quelques années un concours de retouches photos de stars internationales, notamment des grosses stars américaines. Et en fait, ces photos circulent aujourd'hui parce qu'effectivement, il y a quand même un gros débat autour de l'anorexie, notamment dans le milieu de la mode, dans les défilés, dans les photos aussi, et surtout au niveau des photos retouchées dans la presse féminine. Donc tout ça est très dénoncé aujourd'hui. Donc voilà, cette campagne ressort et elle est vraiment très percutante parce qu'elle se sert de ces célébrités pour montrer, en fait, si elles étaient anorexiques, à quoi elles ressembleraient. Donc là, à votre avis, de qui s'agit-il ? On a Beyoncé. Beyoncé. Alors ça, c'est Beyoncé retouchée comme si elle était anorexique. Réaction spontanée. Moi, je reconnais. Le corps, ça aurait pu. C'était le mien, quoi. Concrètement, c'est très réaliste ce qu'ils ont fait. Parce qu'en fait, on est choqués, nous, parce qu'on connaît Beyoncé, on l'a jamais vu comme ça. Et donc, vous êtes choqués aussi, du coup ? Moi, je suis choqué, quand même.
Parce que finalement, ce qui est fort dans cette histoire, c'est que Dorian, qui était concerné, lui-même peut être choqué. Donc ça veut dire qu'on parlait du déni. Comment sortir du déni? Ça peut être exactement une manière. Ça. C'est une manière de se servir des stars publiques pour dire, en fait, moi je la trouve magnifique, Beyoncé, mais regardez si elle était effectivement anorexique, c'est pour renvoyer une image qui dérange, en fait, je pense. Oui, bien sûr. Voilà. Par contre, ce qui est un peu dérangeant, c'est qu'on amène peut-être les personnes à avoir un jugement de valeur sur le corps, sur le physique, sur l'apparence physique, sur le fait d'être maigre ou d'être grosse, de juger un peu, de dire « Ah, c'est moche, ah, c'est beau ». Enfin, je crois que quand on est dans l'anorexie-boulimie, effectivement, on a surtout un trouble effectivement, de l'expression, de la communication, de la confiance en soi. On n'a peut-être pas réussi à dire quelque chose depuis l'enfance, ou on n'a peut-être pas réussi à prendre une place qu'on avait envie de prendre. Mais ce qui est important aussi à dire, c'est que les personnes anorexiques, quand elles se regardent dans la glace, elles ne voient pas le corps comme on vient de le voir là. C'est-à-dire que moi, je me regardais dans la glace avec un corps comme ça, j'avais l'impression d'être obèse dans la glace. Il y a une déformation de l'image. C'est sûr, mais je ne voudrais juste pas qu'on porte un discrédit sur les personnes qui sont naturellement maigres. Et qui souvent d'ailleurs s'en plaignent, disent mais moi je suis comme ça, je ne suis pas anorexique. Je crois qu'il ne faut peut-être pas créer beaucoup d'amalgames. Vous allez voir les dictats de la mode. Bien sûr, toutes les filles sont vous allez voir, ils sont allés très très loin. C'est pas juste maigre, c'est vraiment, ils sont allés très loin pour choquer, c'est le principe. Donc voilà, donc ça c'est quand même Beyoncé en vrai, voilà. Donc ça c'est, je ne sais pas si vous la reconnaissez, c'est Sandra Bullock. Vous voyez, donc ça c'est comme elle est vraiment. Voilà, donc ça, je sais pas, elle est presque méconnaissable. Si, Jennifer Lopez. Jennifer Lopez. Donc oui, on est au-delà de la maigreur, là. C'était la campagne. Donc l'idée de montrer qu'on est quand même en meilleure santé, effectivement, avec des formes et des kilos. Peut-être que finalement, l'idée, c'est aussi de montrer que la beauté, elle passe par la diversité des corps. Oui, exactement. Peut-être que, voilà, donc cette idée est cohérente. Mais moi, je vois beaucoup d'anorexiques. Elles vivent en général assez mal, ça. Hein. C'est ça. J'ai une petite réserve. Non, mais j'avoue. Je vois pas mal d'anorexiques, donc on leur fait voir les campagnes, ce qui se passe, etc. Et ça, elles le vivent assez mal. C'est-à-dire elles le vivent assez mal, c'est-à-dire qu'elles ont l'impression que c'est une espèce de... D'abord qu'on ne les comprend pas, un sentiment d'incompréhension, c'est-à-dire que c'est pas pour, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est pas pour devenir belle qu'on est anorexique, parce que finalement ça revient à ça. Hein. Ça serait pour être mannequin, etc. Je pense que ça c'est pire injustice, enfin je sais pas comment vous le vivez. Oui, non mais... Mais c'est une injustice complète par rapport à... Il y a cette idée en fait que finalement être anorexique c'est avoir juste un corps maigre et qu'on a toutes... Quand on est anorexique, on a toutes le même corps. C'est pas vrai, même si de loin, bah oui, c'est des fils de fer avec la peau sur les os. Mais là, voilà, est-ce qu'on mettrait pas un peu tout le monde dans le même lot, alors que justement l'anorexique, ce qu'elle veut, c'est qu'on arrive à voir sa particularité. Non, mais la vraie question, c'est que c'est une campagne. Quand on n'est pas concerné, on est choqué. La question, c'est quand on est concerné, est-ce qu'on est choqué? Vous dites, moi, je suis choqué. Mais est-ce que tout le monde a la capacité d'être choqué? Ça, je ne le sais pas. Est-ce qu'une personne anorexique avec anorexie qui est dans cet état physique à ce moment-là, parce qu'il n'y a aucun état qui est figé, effectivement, comment elle le vit? Moi, je crois qu'effectivement, on parle là que du corps, que d'un aspect du corps, et peut-être qu'il aurait été intéressant peut-être de montrer, mais c'est déjà fait, des photos qui sont prises sans être touchées. Enfin, voilà, peut-être que si on est plus, si on accède plus à des photos qui sont authentiques, vraies, sans être touchées, on s'y retrouvera et on pourra s'identifier. Il y a une vraie tendance. Hein. Il y a beaucoup de célébrités américaines, justement, je pense à Lena Dunham aussi, qui prône, justement, elle a interdit les retouches dès qu'elle fait une parution presse. Ça paraît un petit peu plus loyal. Il y a une marque de vêtements là, qui a aussi interdit les retouches et qui a vu ses ventes exploser parce que finalement, les femmes... étaient au naturel. Ça correspond plus et à... encore une fois, je reviens à la question de la diversité. Plus on voit de corps différents, plus on peut s'identifier. Alors on part aux campagne ratée. Non, non, je me permettrais pas. On était aux États-Unis. On était aux États-Unis. On reste aux États-Unis, mais ça a été tourné en Angleterre pour le coup. Une mère et une fille qui baignent dans la mode depuis toujours en ont eu vraiment marre justement que le naturel et la beauté naturelle se transforment en standardisation avec voilà. Si vous n'êtes pas comme ça, vous n'êtes pas beau. Si vous êtes comme ça, en revanche, et si vous achetez ces habits et que vous pesez ce poids, vous faites partie des beaux, du cadre, des beaux, du cadre, exactement. Voilà. Et donc du coup, elles ont lancé un web magazine où justement, elles parlent de toutes ces femmes, de tous ces corps, de toutes ces beautés. Et elles sont allées rencontrer des femmes à Londres qui ont été interviewées. Et l'idée, en fait, c'est pendant l'interview, pendant qu'elles racontent cette relation qu'elles ont avec leur corps, avec leur confiance en elles, avec toutes ces barrières qui les empêchent d'être elles-mêmes, elles se déshabillent au fur et à mesure, devant un public. Et en fait, l'idée, c'est de montrer que ce qu'il y a derrière les apparences, c'est finalement ce qu'il y a de plus beau.
Parmi ces femmes, il y a Brittany, une ancienne anorexique, et d'ailleurs, on va regarder son interview. Depuis mon plus jeune âge, je ne me suis jamais sentie jolie, ou je ne me suis jamais dit que mon corps était beau. J'ai réfléchi à ce jour où tout a commencé et je devais avoir 10 ans. C'est à cet âge que j'ai commencé à prendre conscience de mon corps et du corps des autres. Je me suis sentie de moins en moins à l'aise. Et plus récemment, c'est devenu une vraie obsession. J'ai toujours fait beaucoup de régimes, parfois assez extrêmes, mais cette fois, c'est devenu plus extrême encore. J'ai commencé par éliminer les glucides, puis les sucres, puis les protéines de viande et de poisson. Puis je ne m'alimentais plus que de certains légumes, jusqu'à tout simplement arrêter de manger. J'étais épuisée physiquement, épuisée mentalement, très soucieuse de la nourriture, de moi-même, très émotive. Je ne sais pas combien j'ai perdu, mais je pense beaucoup de kilos, en très peu de temps. C'est mon IMC alarmante qui m'a permis d'être hospitalisée, et j'étais fière de ça. Donc je pense que même si ce n'était pas un but en soi, je pense qu'en me faisant interner, je me suis dit « Ok, maintenant j'en suis arrivée à ce stade, c'est fini, je n'ai plus besoin de m'imposer ça. » C'est ce corps qui a serré dans ses bras ses grands-parents avant qu'ils meurent. C'est ce corps qui a pris soin de sa mère quand elle était malade. Et c'est ce corps qui me permet de danser et qui veut instinctivement danser et bouger. Et c'est dans ce corps que je vais commencer à explorer le monde. Donc là, on parle d'autre chose que d'apparence. Oui. Bravo. Je suis fan. Au moins, voilà, il y a des mots. Cette fois-ci, en plus, il y a des mots et voilà, ça remet les choses, chaque chose à sa place. Voilà, le corps n'est pas plus important que ce que l'on raconte. Ce que l'on raconte n'est pas plus important qu'un corps. Enfin, c'est très global, c'est très complet. Et pour moi, là, ça prend un peu plus de sens, effectivement. Voilà, parce que ce qu'il y a de plus important, c'est vraiment cette fameuse beauté intérieure dont on parle, mais c'est vraiment ça, quoi. Il y a une histoire, il y a une personne, en fait, derrière ces rondeurs, ou derrière cette maigreur, ou derrière ces gros seins, derrière ces petits seins, derrière, voilà. Et effectivement, il y a eu beaucoup d'interviews, donc de différents profils. Une femme trop grande, tout simplement, et voilà, elle a été complexée toute sa vie parce qu'elle était trop grande. Une femme noire qui a été rejetée par sa famille parce qu'elle n'avait pas assez de forme, parce que c'est vrai que du coup, il y a des dictats comme ça aussi partout, hein. Et voilà, et en fait, ça a eu un énorme succès. Déjà, ça a fait beaucoup de bien à ces femmes-là qui se sont senties complètement décomplexées. Et ça a énormément touché le public qui était présent. Et vraiment, ça a bouleversé les consciences. Et on peut retrouver ces interviews sur Internet. Et voilà, on peut trouver le site... sur le site de Mille et une vies. Merci en tout cas, merci Alain, merci sincèrement. C'était formidable d'authenticité, en tout cas votre témoignage, de sensibilité. Merci Dorian, parce que c'est vrai que les garçons, souvent, n'osent pas témoigner et ils représentent une partie de cette population touchée. Et merci Barbara, on me dit que vous étiez journaliste, maintenant vous êtes journaliste ? Non, je suis journaliste. Vous êtes journaliste, donc c'est pas par hasard si vous êtes dans la communication, dans la transmission. C'est ça. Bon, merci beaucoup. Merci les camarades. Avec plaisir. Et merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve très très vite sur France 2. Jeudi, dans Mille et une vies, des familles étonnantes dont les enfants surdoués ont connu bien des péripéties. À 8 ans, il se connaît plus en mythologie qu'un prof d'histoire. Tous les soirs, quand je rentrais du boulot, je me disais, mais dans quel état je vais la retrouver ? Et c'est ça qui était terrible, c'est que j'allais pas bien. Je savais que c'était par rapport à l'école, mais je savais pas exactement quoi. Dans la famille de Patrick et Delphine, être précoce semble être devenu la norme. Sur leurs 4 enfants, les 2 aînés ont déjà été diagnostiqués surdoués. Une précocité parfois désarmante pour les parents de ce quatuor avide d'apprendre. Quand je suis arrivé en seconde, j'avais 12 ans. Je me suis retrouvé avec des gens qui avaient 15-16 ans. C'était trop parce que j'étais toujours un enfant. On est passé d'un petit garçon qui était joyeux, pétillant, à un petit garçon qui s'assoit, qui bouge plus, qui attend. J'étais complètement démuni. Pour Sophie et sa fille Justine, tout s'est passé différemment. Détectée précoce à 45 ans, Sophie a très mal vécu cette annonce. Je suis passée par toutes les émotions en disant non, non, c'est pas possible. Pourquoi j'apprends ça maintenant? Qu'est-ce qui va se passer? Mais elle lui a permis d'enfin mettre un nom sur la phobie scolaire de sa fille. Je lui ai dit, écoute Justine, c'est terminé. Tu ne retourneras plus au lycée, mais tu vas avoir ton bac.